Avant que ça commence, je profite de cette vidéo pour vous rappeler, si vous ne l'avez pas vu sur Twitter ou ailleurs, que j'ai désormais un blog dans lequel je poste de nombreux tests de jeux vidéo qui sont écrits à la manière de cette vidéo sur Persona 3, mais que je n'ai pas le temps de faire en vidéo parce que ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Donc je me contente de faire des articles qui sont tout aussi bien construits que mes vraies vidéos. Donc si vous voulez me voir plus souvent parler de jeux vidéo, sans pour autant que ce soit des vidéos finalement, eh ben, je vous invite à aller voir mon blog, blogderevive.com, le lien est dans la description. Je fais tout pour que ce soit le plus intéressant possible et que ça plaise aussi bien aux connaisseurs qu'à ceux qui ne connaissent pas les jeux en question, histoire de faire et découvrir et donner mon avis, un peu à la manière de cette vidéo finalement. Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo sur Persona 3, et j'espère que ça vous plaira, oui. Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette nouvelle chronique random. Putain que ça fait longtemps que je la tease celle-là. A vrai dire, ça fait un an, depuis la vidéo sur Persona 4 Golden, vidéo qui vous a énormément plu et qui, je vais être honnête avec vous, est de loin l'une de mes vidéos préférées de la chaîne. Je pense que j'ai réussi à mettre les mots sur ce que je ressens pour ce jeu si cher à mon cœur, et ce, tout en restant objectif, et en donnant envie d'y jouer au plus grand nombre. Objectif réussi d'ailleurs, voir que mon entourage y joue de plus en plus, ou voir quelqu'un tweeter qu'il commence un jeu de la série grâce à moi en m'identifiant, ça me met du baume au cœur. Mais aujourd'hui, le but est différent. Je vais donc en effet parler de son grand frère, Persona 3, un jeu d'une importance capitale pour la licence, ayant posé absolument toutes les fondations de ce qu'on appelle les Persona modernes. Il s'agit cependant d'un jeu décrié et qui fait débat, de par ses idées étranges et, on va le dire tout de suite, ses énormes lacunes en termes de gameplay. Ceci dit, le jeu est réputé pour avoir un scénario exceptionnel. C'est pourquoi de nombreuses personnes recommandent à ceux voulant découvrir Persona 3 de regarder les films d'A1 Pictures, pour profiter de l'incroyable message du jeu, tout en évitant de s'arracher les cheveux sur des mécaniques insupportables. Alors, j'ai plongé les mains dans le cambouis avec l'état d'esprit suivant. Eh les gars, en vrai vous forcez, je suis sûr que c'est pas si horrible. Et puis pas grave si c'est pas parfait, je pense que je vais me prendre une énorme baffe scénaristique. Aujourd'hui, je reviens sur mon expérience pour vous dire ce que j'ai pensé de ce jeu majeur. J'en reviens donc à ce que je disais. L'objectif de cette vidéo diffère de celle sur Persona 4. Ici, il n'est pas question de faire une simple introduction à Persona, mais de faire une vraie analyse complète de tous les aspects du jeu. On va donc parler game design, écriture, direction artistique, accessibilité, contexte de sortie, comparé avec les autres jeux, bref, tous les éléments qui nous permettront de répondre à la question suivante, est-ce que, en 2022, Persona 3 est toujours un jeu culte, ou est-ce qu'au contraire, de par ses errances de gameplay, il ne reste qu'un brouillon aux fondations importantes, devenant en quelque sorte obsolète avec l'arrivée de ses petits frères? Vous vous en doutez, la réponse est plus compliquée que ça, et c'est bien pour ça que la vidéo est si longue. Je me suis vraiment explosé cette fois-ci. On a atteint un point de non-retour, mais je pense qu'un jeu comme P3 en a besoin, tant il y a de quoi décortiquer. Également, vous l'avez compris, ici je m'adresse donc principalement à ceux ayant fait le jeu, qui veulent avoir mon avis et débattre avec moi, ainsi qu'à ceux qui connaissent la licence, et qui veulent voir une review complète de Persona 3 avant de se lancer. Je préviendrai donc pour les quelques spoils, mais je ne réexpliquerai pas en détail les concepts scénaristiques et mécaniques basiques du gameplay de Persona, ce que j'ai déjà fait dans ma vidéo sur P4, vidéo vers laquelle je vous redirige si vous cherchez plutôt une introduction à la licence. En parlant d'introduction, cette vidéo tombe pile au bon moment, puisque P5R, P4G et P3P ont été annoncés sur toutes les plateformes de jeux vidéo existantes, et ce, en version française. Je suis trop content. Ça va permettre à plein de monde de découvrir cette licence exceptionnelle avec une facilité déconcertante, et à moi-même, de refaire Persona 4 dans des conditions parfaites en découvrant la traduction officielle, et surtout, de découvrir Persona 3 portable. Car oui, vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais parler de Persona 3 FES, à savoir la deuxième version du jeu sortie, que j'aurais du mal à appeler version ultime pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas familier avec l'univers P3, j'expliquerai les différences entre les jeux dans la partie présentation. Surtout que c'est assez important pour mon propos. Allez, pour la structure, on reste sur le classico. Je vous laisse regarder les chapitres dans tous les cas, je vais pas les énumérer ici. Pour ce qui est de la partie spoil qui sera inclus dans la partie scénario, je vous préviendrai et y a aucun souci. Et quant à la partie consacrée à The Answer, le chapitre bonus de P3 Fest qui se passe après la fin du jeu, je parlerai que de son gameplay. Donc vous inquiétez pas, il y aura pas de spoil non plus. Bref, assez parlé. Il est temps de commencer le deuxième chapitre de mes vidéos analyses de Persona.
Après avoir passé des vacances inoubliables à Inaba en quête de vérité, il est temps d'accoster sur la petite ville portuaire de Tatsumi Port Island. Berceau d'un mal nébuleux, mais pour autant étrangement connu de tous. Bon, on va y aller tranquillement en commençant depuis le début. Shin Megami Tensei Persona 3 sort le 13 juillet 2006 au Japon. Plus tard dans le reste du monde, on a l'habitude, sur PlayStation 2. Toujours développé par Atlus, il s'agit du 3e épisode numéroté de la série dérivée de Shin Megami Tensei, succédant à la duologie Persona 2. Il s'agit du premier jeu de la série, adoptant la formule que l'on connaît si bien, à base de mélange entre slice of life composé de liens sociaux et de vie lycéenne d'un côté, et du tabassage d'ombre en règle dans un monde étrange de l'autre. Une vraie révolution à l'époque donc, faisant basculer la série dans une toute nouvelle ère, et se posant comme un véritable vent de fraîcheur dans le monde des JRPG. Moins d'un an plus tard, le 19 avril 2016, arrive Persona 3 FES, pour Festival, une version améliorée du jeu de base, comme on a l'habitude avec Persona. Persona supplémentaires, ajout d'événements, ajout et changement de mécaniques mineures, et surtout, des nouveaux éléments de scénario, dont un tout nouvel arc se passant après les événements du jeu, nous mettant au contrôle du personnage d'Aegis, The Lancer. Partant de ce postulat, en tout bon fan de Persona moderne que nous sommes, on peut se dire qu'il s'agit de l'habituelle version ultime, comme le sont Royal et Golden. Mais ce serait oublier le 3e opus de la série Persona 3, Persona 3 Portable, celui qui va donc ressortir dans quelques mois. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une version portable du jeu, sortie donc sur PSP le 1er novembre 2009, soit, et c'est totalement inédit dans la série, après Persona 4, tout juste arrivé 4 mois plus tôt. Cette version est assez étrange, dans le sens où elle retire autant qu'elle ajoute. Les cinématiques animées disparaissent, The Lancer également, et c'est le même sort qui a frappé les déplacements en 3D dans l'Overworld, donnant au tout une vibe très visual novel assumée. Chiant donc, mais à côté de ça, presque toutes les mécaniques chiantes de Persona 3 et Persona 3 FES ont été retirées ou améliorées, pour clairement se rapprocher du gameplay de Persona 4. Ainsi, il s'agit de la version la plus accessible et agréable à découvrir, au prix d'une mise en scène moins ambitieuse et d'un scénario nécessairement moins fourni dû à l'absence de The Lancer. Et surtout, encore une fois quelque chose de complètement inédit, cette version ajoute un scénario alternatif avec un personnage principal féminin, avec son lot de nouvelles musiques. C'est juste trop cool. Mais en vérité, les raisons de l'existence de ce scénario le sont moins. Vous verrez ce que je veux dire par là plus tard. Il y a donc un combat entre les pros FES, je sais pas dans quoi je me lance là, bref, et les pros portables, pour savoir quelle version est la meilleure, et laquelle on peut donc targuer de version définitive de Persona 3, même si en vrai, c'est un débat un peu stérile. Je reparlerai de tout ça au cours de la vidéo, c'est pas mon propos pour le moment, mais j'espère que tout est clair pour vous désormais. Je vais donc aujourd'hui parler exclusivement de la version FES, même si je comparerai un peu avec les autres. Alors, je vais rapidement revenir sur l'équipe, même si pas grand chose aura changé sur Persona 4. C'est toujours développé par Atlus, on retrouve Shigenori Soejima à la DA et au Chara Design, pour sa première participation sur la série. Et pour ce qui est du réalisateur, il s'agit encore une fois de Katsura Ashino, grand homme à qui on doit de très nombreux titres Shin Megami Tensei, notamment le culte nocturne, et qui deviendra également producteur de la série, tout en gardant son poste sur Persona 4 et 5. Il est aussi scénariste aux côtés de Yuichiro Tanaka sur Persona 3, qui le resteront encore une fois sur les épisodes suivants. Je pense que c'est en grande partie à lui qu'on doit ce changement dans la formule, donc un grand bravo. À la musique, c'est évidemment l'immense Shoji Meguro qui nous livre une fois de plus une OST absolument exceptionnelle, aux côtés de ce BG de Lotus Juice et de Yumi Kawamura, l'une des chanteuses du trio légendaire de Persona. Ok, ça c'est fait. Maintenant la question que tout le monde attend, enfin, sauf si vous connaissez le jeu mais une remise en contexte ne fait jamais de mal, Persona 3, de quoi ça parle ? 2009, dans la nuit du 7 avril. Un jeune lycéen renfermé et taciturne dû à la mort de ses parents il y a 10 ans, canoniquement nommé Makoto Yuki, est transféré au lycée Gekkokan, dans la ville portuaire de Tatsumi Port Island. Mais lorsqu'il descend de son train, minuit passe. Dès lors, une lune éblouissante surgit au milieu d'un ciel inquiétant aux couleurs verdâtres, et des cercueils semblent surgir de nulle part dans les rues de la ville. Pas spécialement inquiété par ces étranges événements, l'homme étant trop occupé à écouter l'opening de son propre jeu, Makoto arrive devant une imposante structure qui n'est autre que le dortoir Iwatodai, où il passera son année. Alors qu'il semble désert, Makoto sera accueilli par un jeune garçon louche, lui demandant de signer un contrat, indiquant que dès lors qu'il résidera dans ce dortoir, il acceptera de prendre l'entière responsabilité de chacune de ses actions. Le garçon disparaît, suite à quoi Makoto sera accueilli par un flingue pointé sur la tempe,
par une résidente du dortoir. J'imagine que c'est une mesure de sécurité habituelle aux États-Unis. Hein? Comment ça, le Japon? Une nuit, quelques jours après ce quiproquo pour le moins questionnable et la rentrée de Makoto à Gekkokan, le dortoir sera attaqué par des créatures mystérieuses appelées les ombres. Lors de cet assaut, notre héros développera sa persona, manifestation matérielle de son esprit torturé, confirmant donc bel et bien les suspicions des autres lycéens du dortoir. Je vous explique. En réalité, ce dortoir est entièrement habité par des lycéens manieurs de persona traquant les ombres, utilisant des armes factices appelées évoqueurs pour libérer leur pouvoir, expliquant donc l'étrange quiproquo survenu lors de l'arrivée de Makoto. Après quelques jours de coma, le SIIS, soit Specialized Extracurricular Execution Squad, équipe d'exécution d'ombre composée de ces mêmes lycéens déguisés en Basic Club, expliquera les enjeux à notre protagoniste. Tous les jours, lorsque minuit arrive, une 25e heure de la journée a lieu, perçue uniquement par les personnes dotées du potentiel, terme nébuleux faisant référence à un mental fort, les rendant capables de s'éveiller à leur persona. Le commun des mortels n'a pas conscience de son existence, et sont transformés en cercueils pendant la durée de ce qu'on appelle la Dark Hour. Des cercueils vulnérables aux attaques des ombres, les plongeant dans un état végétatif nommé le syndrome d'apathie, dépouillant de leur volonté les êtres humains victimes. Également, pendant cette dernière, le lycée Gekkokan se transforme en un dédale cyclopéen rempli d'ombres nommé Tartarus. Leur objectif est donc de monter au sommet du Tartarus, pour mettre fin à cette heure sombre en apprenant plus sur sa raison d'être, visiblement liée à un terrible accident ayant eu lieu il y a 10 ans au lycée. Il y a 10 ans. Quelle est la raison de l'existence du Tartarus? Quelle est la véritable nature du lycée Gekkokan et de l'événement ayant fait naître la Dark Hour il y a 10 ans? Y a-t-il un moyen de la faire disparaître? Le SIIS va donc enquêter en s'enfonçant toujours plus loin dans ce labyrinthe imposant et en confrontant les étranges ombres plus puissantes que la normale apparaissant chaque nuit de pleine lune. Notre groupe de lycéens tourmentés devront ainsi faire face à des tragédies qui mettront leurs convictions et leur mental à rude épreuve, tout en assurant leur vie scolaire tant bien que mal. Une aventure au ton sombre traitant de dépression, de notre condition d'être humain face à la mort et de la valeur de la vie, tout en portant de très forts messages d'espoir, résonnant au sein de nos cœurs et ceux des héros. Voilà, j'espère que maintenant vous êtes plongés dans l'ambiance. Je reviendrai sur ce scénario plus tard, car on parle avant tout d'un jeu vidéo. Et un jeu vidéo, ça se joue. On commence directement avec le plus gros morceau de cette vidéo. En effet, comme je l'ai dit, le gameplay de Persona 3 est énormément décrié, et pour des raisons totalement justes. On va donc analyser tout ça objectivement, et pour faciliter la chose, je vous introduis un nouveau personnage capital, le compteur de mécanique cringe. A chaque fois que j'évoquerai un élément de gameplay débile, je l'incrémenterai, parce que vous verrez, le jeu en regorge. Rassurez-vous les fans hardcore, je remettrai tout ça en contexte pour nuancer. Mais bref, il est temps d'y aller. Alors, à la manière des jeux qui lui ont succédé, Persona 3 se divise en deux phases distinctes. D'un côté, la vie de lycéen basée sur du visual novel et du dating sim, et de l'autre, l'exploration d'un autre monde, ici le Tartarus, basé sur du combat au tour par tour. Je vais faire comme pour la vidéo P4 et commencer par revenir sur la partie IRL, même si contrairement à ce dernier, cette partie est en réalité celle dans laquelle on passera le moins de temps. Le ratio du jeu étant plutôt, disons, 40-60 à vue de nez. Alors, pour la première fois de la série, on retrouve un système de calendrier, mettant à notre disposition la plupart des jours d'avril jusqu'à décembre, ou janvier pour la bonne fin. La structure est globalement la même que dans les jeux qui suivront, à savoir qu'à raison d'une fois par mois, on assistera à un gros événement, avec à la clé un boss fight et une avancée conséquente du scénario. Et en attendant, on fait nos bails librement. Dans P4, c'était la prochaine nuit pluvieuse. Dans P5, c'était le déclenchement de la métanoïa. Ici, étant donné qu'il s'agit du premier jeu à intégrer cette formule, c'est donc tout logiquement que ce gros événement sera la prochaine pleine lune. En effet, le système de cycle lunaire est une mécanique centrale des jeux Shin Megami Tensei, consistant globalement en un compteur s'incrémentant et se décrémentant de manière linéaire et cyclique, faisant défiler les différentes phases de la lune au fil des pas du joueur, allant de la nouvelle à la pleine lune. En termes de gameplay, ça se traduit notamment par des démons plus faciles à recruter pendant certaines phases, et inversement. Ici, la substance même de la série mère est donc reprise pour en faire un élément de gameplay qui marche très bien. L'idée, c'est donc qu'en gros, chaque nuit de pleine lune, apparaît une ou plusieurs ombres de haut niveau, représentant chacune des arcanes primordiales du tarot, j'y reviendrai, qu'a priori, on doit éliminer pour se défaire de la Dark Hour. Et en attendant, on a donc un mois complet à notre disposition pour faire les activités qu'on connaît bien. Évolution des social links, préparation de notre équipement, exploration de la ville, les passages dans l'autre monde pour level up,
Bref, vous connaissez, mais il y a pas mal de différences notables dans le contenu et dans la manière dont tout ça fonctionne. Tout d'abord, il va falloir que je revienne sur les social links. Ils sont ici présents sous leur plus pure forme. Au nombre de 22, représentés par chacune des arcanes majeures du tarot, il s'agit de courtes séquences de dialogue faisant avancer notre relation avec le personnage en question, allant d'un niveau de 1 à 10. Plus le niveau est élevé, plus l'XP bonus reçu dans une fusion de personnages de l'arcane correspondante sera conséquent. Et bien sûr, au sein de ces scénettes, se trouvent des choix de dialogue, qui, si on choisit les mauvais, peuvent retarder le passage au niveau suivant, avec une séquence inutile ne faisant pas avancer la relation. Je vais dire les termes tout de suite. En termes d'écriture, Persona 3 possède certains des social links les plus marquants de la série. Les social links sont toujours l'occasion de mettre en avant des personnages et de traiter des thèmes non évoqués dans le scénario principal. Ici on parlera de divorce difficile avec la petite Maiko, d'émancipation du chemin tracé et du mariage arrangé par la famille de Mitsuru, de pratiques douteuses avec le pourri jusqu'à la moelle mais attachant Tanaka, qu'on reverra d'ailleurs dans tous les opus suivants, de situations précaires difficiles à s'extirper avec Mamoru, d'études à l'étranger compliquées avec Bébé, de conflits internes concernant le choix de carrière de Keisuke, soit devenir médecin comme son père, soit un artiste, ou encore d'un bonze rejeté par sa famille, passant ses soirées en se noyant dans l'alcool, cigare à la bouche, expliquant la vie aux petits cons que nous sommes. Bref, une vingtaine de personnages tous hauts en couleur, et à l'écriture et au développement excellent, offrant de belles variations de ton, et de sacrés messages sur beaucoup de sujets différents. Ils sont en plus totalement en accord avec ce que raconte l'arcane du tarot associé, ce qui fait plaisir quand on est un connaisseur comme moi, merci la vidéo sur le tarot d'Onjojo, ou simplement qu'on suit les cours d'Edogawa, expliquant les significations de chaque arcane. Mais là où les social links du jeu se révèlent absolument merveilleux, c'est quand ils viennent traiter du thème principal du jeu sur lequel je reviendrai dans la partie scénario, la mort. Bordel de merde Akinari. Bordel de merde Aegis. Je suis pas prêt de vous oublier. Je me suis pris une claque monumentale, de laquelle je ne suis pas prêt de me relever. J'ai jamais vu ça dans un jeu suivant. Le niveau d'écriture de ces deux social links est complètement lunaire. Enfin voilà. Si les social links du jeu brillent de mille feux par leur écriture, ce qui est déjà un excellent point, on ne peut pas en dire autant de leur mise en place au sein du gameplay. Déjà, on retrouve l'éternel problème de ce concept toujours pas entièrement réglé à l'heure actuelle. Ils sont beaucoup trop longs à passer, parfois sans raison. Je pense à Mutatsu, à qui j'ai donné quasi que des bonnes réponses, mais qui me faisait au moins faire 2 sessions dans le vide à chaque fois. Je suis d'accord, c'est logique que ce soit plus long si on répond mal. Et c'est pas une mauvaise idée de game design en soi, étant donné que ça encourage à bien cerner les personnages pour répondre comme il faut. Mais reste que moi, sur n'importe quel persona, ça m'a toujours frustré de ne pas pouvoir faire tous les social links en une seule partie sans guide. Il y a aussi le fonctionnement des clubs qui est assez bizarre. En gros, c'est pas comme dans P4 où selon celui qu'on choisit on aura un personnage différent, là on aura le même personnage pour chacun des clubs, mais qui, dans chaque réalité alternative, est membre d'un club différent. C'est dommage, car du coup ces social links ne sont pas centrés sur les clubs eux-mêmes, mais sur des problématiques externes, le club ne servant que de prétexte pour les amener. J'ai choisi le club d'art pour avoir un social link à propos de l'art, moi, pas d'une histoire de choix de carrière interchangeable, sans traiter une seconde l'aspect artistique. Mais là, c'est le moment d'arriver au vrai gros, que dis-je, énorme problème des social links du jeu, les romances. Et avant même que je détaille ça, il est temps de sortir le premier point de mécanique cringe, parce que là, on tient un sacré truc. Alors, dans Persona 3, les romances marchent différemment. Tout d'abord, la route romance démarre en moyenne au niveau 5, et non pas au 9 comme dans les autres jeux. Comprenez qu'en gros, l'unique but des social links féminins du jeu, c'est d'avoir un love interest. Pas moyen de friendzone, sans quoi le social link n'avancera plus. Alors évidemment, ça n'enlève rien à ce que les social links racontent. Celui de Mitsuru est brillant malgré la romance. Mais le souci, c'est que c'est juste insupportable à gérer. Parce que si on veut aller au-delà du niveau 5 avec une fille en particulier, juste pour voir son évolution alors qu'on est déjà au-dessus avec une autre, eh bien cette dernière va nous faire la gueule. Ça se traduit par un système de social link dit reverse, que j'ai pas spécialement creusé par peur de faire une connerie, mais de ce que j'ai compris, il faut l'annuler en allant au sanctuaire, ou en répondant comme il faut, en essayant de se réconcilier avec le social link en question. Je veux bien que vous m'éclairiez en commentaire. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si on veut up tous les social links féminins, il faudra obligatoirement en terminer un avant de passer au suivant. Ce qui encourage à faire une route full harem, et pour l'immersion c'est pas bien dingue, en plus d'être carrément beauf. Sérieux, on baise même avec l'intendante de la Velvet Room, c'est complètement cosmique. Mais si seulement c'était que ça. Accrochez-vous pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, car ce que je m'apprête à dire peut faire bizarre à entendre pour la première fois, tant c'est ridicule.
Les personnages masculins de la team de héros n'ont pas de social link. Je répète, les personnages masculins de la team de héros n'ont pas de social link. Oui, vous avez bien entendu. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver à un tel truc. Il est clair que l'objectif premier des social links est de mettre en avant d'autres personnages. Donc à la limite, si le jeu faisait le choix de ne mettre aucun SL pour tous les héros du SIIS, je comprendrais. Mais là non. À cause du côté beauf de Persona 3, les filles sont bel et bien disponibles en tant que telles. Et là, on arrive donc à la raison de l'existence d'une route au protagoniste féminin pour Persona 3 portable. Rendre disponibles les social links des mecs de la team, en réservant ceux des femmes à la route du prota masculin. Ah, c'est tout de suite moins classe, hein. À cause de ces mœurs datées et du fait que les social links des femmes de la team arrivent assez tard, on s'attache moins aux persos du groupe, tout simplement car on les connaît moins. Et c'est dommage quand on voit l'incroyable complicité du groupe de P4 qu'aucun personnage n'a réussi à reproduire jusqu'à maintenant. Je voulais bouffer des ramen avec Junpei en parlant de ses galères avec les meufs, ou m'entraîner avec la boxe avec Akihiko, moi, comme des potes. Et tout ça pourquoi? Outre rares exceptions, les romances du jeu sont pas spécialement marquantes. Il y a Noël et le Nouvel An qu'on peut passer avec l'une de nos dulcinées, au cours desquels on peut lui donner un cadeau pour up le social link s'il n'est pas terminé, mais ces événements, de mon côté, se sont résumés à Yuko qui rougit et se frotte à moi comme une connasse. Peut-être que j'ai mal choisi, mais dans tous les cas, c'était bien trop court pour que ce soit marquant avec n'importe quelle fille. Et une fois de plus, c'est inutile si le social link est déjà complété. Quelle déception. Malgré tout, j'excuse cette structure de social link bancale. Le résultat fait peine à voir, mais c'était le premier jeu à intégrer un tel système. Et j'imagine que c'était compliqué de savoir exactement où se diriger. Le jeu ne sait pas quoi faire entre un dating sim complet, ou juste proposer des histoires sympas en dehors de l'intrigue principale. Du coup, il a le cul entre deux chaises. Mais tout ça sera entièrement réglé dans Persona 4, et reste qu'ils sont super bien écrits, donc allez, c'est pas très grave, simplement un peu frustrant. Autre nouveauté majeure, cet opus introduit également les stats sociales pour la première fois dans la série. Elles sont au nombre de 3 divisées en 6 niveaux, contre 5 divisées en 5 niveaux pour les opus suivants. Ici le fonctionnement est le même, à savoir qu'on les augmente en faisant diverses activités dans la journée ou dans la soirée, comme manger l'habituel énorme burger, étudier la bibliothèque, ou plus innovant encore, boire un café aux phéromones. Bref, rien de spécial à dire là-dessus. Le système n'a pas véritablement changé avec les années, si ce n'est que les événements permettant d'augmenter les stats deviennent plus variés et mieux mis en scène au fil des jeux. Là où dans P3 on a parfois le droit à un simple écran noir. Dommage que ça se maxe très vite, et qu'une stat en particulier, les academics, soit bien plus longue à monter que les autres pour une raison obscure. Ceci dit, tout ça n'est pas grave, c'était le début, et le système en soi est déjà assez innovant et bien intégré pour être intéressant. On retrouve de nombreux autres piliers fondateurs qui reviendront et seront améliorés par la suite dans la série, dont les fameuses séquences de cours. Basique. On assiste à un cours, si on répond comme il faut, on augmente nos academics, on peut aussi aider notre pote Junpei lorsqu'il est interrogé, mais vu qu'il n'y a toujours pas de social link masculin, ça n'a pas changé entre temps, bah ça ne fera qu'augmenter notre charme, sans influer sur notre relation avec le personnage. Les cours sont sympas, avec des profs à la personnalité marquée et bien marrante, notamment les incroyables Edogawa, qui se fera un plaisir de nous faire des leçons de magie et de spiritualité, qui reviendra même dans P4, et Toriumi, qui nous aura offert le plus gros plot twist du jeu. Les examens sont eux aussi présents avec leur habituelle musique dédiée et leur semaine réservée. Et ça marche comme toujours, on répond à une question par jour sur un cours auquel on a assisté plus tôt dans l'année. Il faut donc avoir une bonne mémoire, et le dernier examen se base sur notre niveau d'académics actuel. Cool donc, même s'il y a un souci qui aurait pu être facilement réglé, peu importe si on foire les premières questions, tant qu'on est full en académics, on sera major de la promo. Ça mérite pas son point mécanique cringe non plus, mais c'est assez con pour être souligné. Et en étant premier, on augmentera une de nos stats, tout en étant récompensé avec un objet augmentant les stats de notre persona par Mitsuru. Anecdotique donc, mais c'est toujours un bonus sympa à prendre. Le dernier élément de gameplay vraiment important de ces phases IRL, c'est bien sûr la gestion de l'équipement. Tout est centralisé dans un centre commercial nommé le Polomnia Mall, dont le magasin de disques doit sûrement avoir fait faillite au passage, dans lequel on passera quelques temps avant de partir en exploration dans l'autre monde. On y retrouve l'habituel magasin d'armes et d'armures, cette fois-ci tenu par un flic qui collabore avec nous pour qui j'aurais d'ailleurs adoré avoir un social link à la place de... je sais pas, ce connard de Kenji. À côté de ça se trouvent des magasins d'accessoires et de consommables. Bref, basique, mais en plus de ça, on retrouve un concept intéressant qui ne reviendra dans aucun autre Persona. En effet, un magasin d'antiquités nous permet de fusionner des objets rares ou des armes
avec des personas, dans le but d'obtenir des armes surpuissantes. Selon la persona, un différent effet bonus sera ajouté à l'arme, dont certains vraiment utiles. Je sais pas trop sur quoi ça se base, et on peut faire le jeu en s'en passant. Mais reste que ce concept est très cool, ça offre de la profondeur bienvenue, tout en permettant de se débarrasser des personas dont on ne sait pas quoi faire pour avoir un arsenal vraiment solide. Car c'est véritablement ici que seront créées les armes les plus fortes du jeu. Ce magasin fait donc aussi office d'antiquaire plus classique, à la manière de Persona 4, nous permettant d'échanger des matériaux contre des objets rares. Le reste de ce que nous offre cette partie du jeu est purement scénaristique. En effet, comme dans chaque Persona moderne, chaque soir on rentre à la maison, en l'occurrence ici, le dortoir Iwatodai. On sera donc accueilli par les membres de l'équipe, auxquels on pourra parler pour voir leur ressenti à propos de la situation actuelle. Ils ont de nombreuses lignes de dialogue, et c'est un gros kiff que de découvrir ce qu'ils ont de nouveau à dire. Également, on a dans ce dortoir la possibilité de visionner des enregistrements filmés par les caméras présentes partout dans le dortoir, oui, même dans les chambres, très souvent humoristiques, permettant d'alléger le ton du jeu en nous faisant nous attacher encore plus aux personnages. Je vais être honnête, pour l'instant c'est encore trop frais pour juger, mais il y a moyen qu'avec le temps, ça devienne mon hub préféré de la série, devant la maison de Persona 4. Ok, être accueilli par Dojima ou Nanako avec Signs of Love c'est exceptionnel, mais bordel, parler à tout le monde avec Iwatodai dorme en fond, pour prendre la température de leur état d'esprit actuel à mesure de l'avancée du scénario, ou juste pour vanner Junpei, ça n'a absolument aucun égal. La vie en elle-même suit cette structure avec ses nombreux PNJ dont le mental et l'histoire évoluent avec le temps, et qui rend l'exploration de cette dernière vraiment intéressante. Mais ça fera partie de mon analyse du scénario, donc je vais pas empiéter dessus pour le moment. Petit souci dans l'exploration cela dit, beaucoup de zones sont peu exploitées et carrément vides. Et c'est un problème relativement commun à tous les Persona, mais là c'est particulièrement visible. Là où Persona 4 prend le parti d'avoir moins de lieux dispo, mais tous plus vivants. Bon, jusqu'à maintenant, tout est plutôt basique pour Persona. Et c'est globalement cette structure qui sera reprise et significativement améliorée dans les jeux suivants. Mais il y a un point qui change radicalement par rapport aux autres opus, et c'est véritablement le truc qui m'a le plus perturbé au début. Les sessions de combat dans l'autre monde, ici le Tartarus, ne se déroulent pas 2 jours. Nous retirons donc un jour complet de vie IRL, mais le soir, Dark Hour oblige. Ce qui fait qu'hors événement faisant avancer le scénario, absolument chacun des après-midi du jeu est à notre entière disposition. Malheureusement, si au début je pensais que ça nous laisserait plus de temps pour faire les social links, dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, il faut savoir que dans Persona 4, j'avais l'habitude de faire le donjon du mois en une seule fois, histoire de libérer tous mes autres jours, ayant donc et l'après-midi et le soir à ma disposition. Là le souci, c'est que vu que les sessions Tartarus se passent le soir, les développeurs ont pris la décision de mettre quasi rien à faire en soirée. Le soir, on a donc accès au dortoir, dans lequel on peut pas faire grand chose d'autre que parler à l'équipe, et au Polonia Mall décrit plus tôt, dans lequel on trouve 3 moyens de faire passer le temps. Tout d'abord, 2 social links accessibles à différents niveaux du jeu, dont un artificiellement long pour faire passer de la pilule, mais reste que bon, c'est assez rapide à faire. On a aussi accès à quelques enseignes nous permettant d'up les stats sociales, mais autant vous dire qu'en septembre, j'avais déjà fini de tout augmenter. Ainsi, la seule option qui reste à notre disposition une fois ces 2 possibilités complétées, c'est d'augmenter une stat de notre persona moyenne en finance à la salle d'arcade. Autant vous dire que je me faisais chier comme pas possible chaque soir qu'offrait le jeu à partir du mois de septembre. Oui, c'est cool d'up les stats de sa persona, mais bon, ça reste qu'un niveau à chaque fois. Et autant vous dire qu'en mid-game, on garde très rarement les mêmes personas longtemps, donc c'est pas vraiment utile. Et surtout, bah c'est pas super hypant comme truc. Du coup ça m'arrivait de skip carrément des soirées, ce qui est un comble dans un jeu dans lequel la gestion du temps est la mécanique centrale. Je pense que les gars d'Atlus pensaient qu'on passerait quasi toutes nos soirées dans le Tartarus, en y allant petit à petit. Sauf qu'ils se sont complètement foirés, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai quand je parlerai de l'autre monde. Retenez juste que le Tartarus n'est absolument pas fait pour des sessions courtes. Ainsi, ces soirées se révèlent être une totale perte de temps. Je me passerai d'évoquer des idées qui pourraient améliorer la chose, puisque Persona 4 le fait mieux que moi, en mettant à disposition le sanctuaire, et des phases de sortie nocturne avec le personnage de notre choix, dans le but d'avancer un peu sur les social links. Le sanctuaire est bien présent dans P3, mais seulement 2 journées. En plus de nous faire perdre de l'argent aléatoirement, la version FES de Persona 3 ajoute la possibilité de faire une promenade à Koromaru, le chien de la bande, augmentant certains social links aléatoirement, ou nous permettant de choper des objets. C'est pas bien fou étant donné que c'est rarement dispo, et que des fois ça up des social links déjà maxés, mais il faut souligner cet effort fait pour rendre le soir un peu moins chiant. Enfin voilà.
Malgré les soucis de social link féminin, de soirées vides et le côté très répétitif de la chose, ces phases IRL marchent très bien. Gérer son temps, même si moins que dans les autres jeux pour les raisons citées, reste très agréable. De très solides bases sont posées, et je n'imagine pas la réaction des gens découvrant cette avancée monumentale pour la première fois il y a 15 ans. Elles seront grandement étoffées par la suite, notamment avec l'ajout d'un système de météo, de mini-jeux, et d'un moyen de savoir ce que font les autres joueurs de leur temps libre grâce à internet dans Persona 4. Des éléments qui seront poussés à leur quasi-paroxysme dans Persona 5. Alors, même si c'est imparfait, merci à Persona 3 d'avoir intégré tout ça, et un gros GG à l'équipe de développement pour avoir eu cette brillante idée d'alternance vie de lycéen / combat dans un autre monde, qui sera en grande partie responsable du succès mondial de Persona. Mais alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire, attends, il a dit dans l'intro que le gameplay du jeu était très lacunaire, mais pourtant il n'y a qu'un seul point de mécanique cringe jusqu'à maintenant. Attendez, les choses ne font que commencer. Puisqu'il est désormais minuit passé, soit le temps de nous aventurer dans la Dark Hour. Bon, par où commencer? Les phases dans le monde de la Dark Hour sont divisées en deux. Les événements ayant lieu chaque nuit de pleine lune, et l'ascension du Tartarus. Avant de parler de ces deux variations, je vais détailler les systèmes de jeu qui y sont communs, suite à quoi je reviendrai sur leurs implémentations dans ces derniers. Ce sera bien plus simple comme ça, étant donné qu'il y a énormément de choses à dire, et que la structure de la vidéo se doit d'être un minimum agréable. On va donc commencer par parler du système de combat. Il s'agit évidemment de tour par tour, on contrôle 4 personnages, on doit viser les faiblesses de l'ennemi, bref, vous connaissez comment ça marche. Le système est dans les grandes lignes similaires à ceux de Persona 4 et 5, à savoir, trouver la faiblesse ou mettre un crit sur tous les ennemis en même temps pour déclencher une loud attack, se buffer, etc. Avec bien sûr des variations, et, Persona 3 oblige, des mécaniques cringe. C'est sur ces variations que je vais revenir. Allez, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, tous les connaisseurs du jeu ont ça en tête depuis que j'ai évoqué les idées bizarres de gameplay, il est temps d'en parler. Vous voyez, dans Persona 4 au début du jeu, quand par défaut les alliés jouent tout seuls et qu'il faut changer leurs paramètres pour pouvoir les contrôler entièrement, bah dans Persona 3 ça marche pareil. Par défaut, les alliés jouent tout seuls. Sauf que dans les paramètres à changer, l'option de contrôle complet n'est pas disponible. En un mot commençant, dans Persona 3, seul le personnage principal est contrôlable. Pour pallier à ça, on peut, comme je l'ai fait entendre à demi-mot, changer les paramètres des personnages lorsque l'on a le contrôle de Makoto, pour les faire agir de manière plus ou moins précise. On peut par exemple les assigner à une cible en particulier, ce qui permet d'éviter qu'ils viennent foirer une loud attack à venir, en tapant un ennemi à terre par exemple. Les mettre en support pour heal et balancer des Mataru Kaja, les faire uniquement attaquer en physique, les faire conserver leur PM, bref, pas mal de trucs assez précis tout de même, et surtout le plus intéressant, l'ordre Knockout, qui fera utiliser aux alliés les bonnes attaques sur la faiblesse de l'ennemi. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que je dise ça, mais dans les faits, bah ça marche plutôt pas mal. Et globalement, je dis bien globalement, les alliés sont pas totalement débiles. Il y a bien les infâmes moments de spam de Marine Karine, les Diaharan pour soigner 10 PV, les attaques physiques alors qu'il y a un miroir en face, j'en passe et des meilleurs, mais dans la plupart des cas, si les bons ordres sont donnés, on arrivera à nos fins. Alors oui, globalement, ça marche. Mais la principale question, c'est pourquoi? Est-ce que ça rend vraiment les combats plus intéressants de faire ça? Parce que passer 3 tours à ne rien pouvoir faire parce que le héros est charmé, voir un allié faire une action de merde dans le pire moment possible, et même tout simplement passer 3/4 des combats à regarder son écran passivement, est-ce que c'est vraiment marrant? Est-ce que ça valait le coup de retirer le contrôle des alliés qu'on avait bel et bien dans Persona 1 et 2? Évidemment non. Et absolument tout le monde sur cette terre préfère avoir le plein contrôle de ses alliés, plutôt que de donner des ordres globaux et espérer qu'ils fassent ce que tu veux. Mais on va essayer de comprendre les raisons de ce choix. Perso, je pense que la principale raison est scénaristique. En effet, je ne vais pas empiéter sur la partie scénario, mais il est évident que l'une des principales thématiques du jeu est l'amitié, les social links, la plus grande importance donnée à l'équipe. Soejima dira même qu'il a réalisé le premier artwork promotionnel de Persona 3 en se basant sur 3 des principaux éléments du jeu, citant notamment l'amitié. Bref, c'est central. Également, il s'agit du premier et du seul Persona dans lequel on rejoint une équipe déjà presque entièrement établie, et non qui se créera autour du personnage principal. Ainsi, les développeurs ont pris la décision de rendre les alliés autonomes. Car en effet, l'impossibilité de les contrôler en combat est une chose, mais d'autres éléments vont en ce sens, comme le fait qu'on puisse se splitter pendant les séquences d'exploration, et qu'ils puissent ainsi combattre seuls de leur côté,
ou récupérer des trésors à notre place. J'y reviendrai, vous inquiétez pas. Ces mécaniques ont donc pour but de servir la narration, portant un message du type « Tes amis savent se débrouiller, tu peux compter sur eux, car vos relations sont fortes », en accord avec ce que raconte le jeu. Le fait que les différents ordres se débloquent au fil du jeu à mesure que les relations entre les personnages s'intensifient vient renforcer ça. C'est en tout cas la seule explication que j'ai trouvée, car dans les faits, en termes de gameplay, ça n'apporte pas grand chose. Même l'idée de base n'est pas spécialement folle ni pertinente en vrai. Allez, on va incrémenter un coup le compteur. Bref, aparté terminé. Sont aussi en combat ajoutés les attaques de groupe de Persona, mécanique octroyant une capacité spéciale relativement forte à une Persona, si la deuxième Persona adéquate se trouve dans l'équipe. Pour savoir quels Personas vont ensemble et pourront ainsi déclencher une attaque spéciale, on a des missions du type exécuter tel fusion skill grâce à tel et tel Persona. En vrai, c'est plutôt anecdotique. La manière de savoir quel Persona possède une attaque de groupe est carrément archaïque, étant donné qu'on doit faire la mission avant de découvrir la suivante. Mais je souligne tout de même son existence. On retrouve aussi un personnage faisant office de soutien comme dans P4 et P5, permettant d'analyser les ennemis, et de lancer une attaque qui semble avoir un effet aléatoire, pouvant aider ou nous foutre dans la merde. Sympa, mais encore anecdotique. En vrai, autant vous dire que le jeu aurait mieux fait de peaufiner son système de combat, au lieu de caler des mécaniques anecdotiques ajoutant une fausse profondeur au jeu. Ça décrit d'ailleurs plutôt bien le gameplay du jeu, mais j'y reviendrai. Car en effet, malgré un gameplay plutôt bien pensé, le système de combat a des failles, rendant le truc parfois un peu frustrant. Déjà, on peut relever la disparition de la commande Guard, permettant de passer un tour tout en se protégeant, remplacée par la commande Wait. La même chose donc, mais sans se protéger. Excusez-moi. L'intérêt de Guard, c'est de pas faire une connerie, par exemple si l'ennemi va renvoyer la prochaine attaque, tout en gagnant quelque chose à le faire, en l'occurrence, une réduction des dégâts subis. Une mécanique de base, présente dans énormément de JRPG, et même dans Persona 2. C'est juste complètement con et ça n'a aucun intérêt. Prends ce troisième point de mécanique débile dans la tronche. Et surtout, ce qui rend ce système frustrant relève plutôt d'éléments externes à ce dernier, sur lesquels je reviendrai quand je parlerai du Tartarus. Rassurez-vous, on y arrive, mais avant, il est temps d'aller faire un tour dans la Velvet Room. Ah là là, la fusion. La mécanique historique de Shin Megami Tensei. Celle qui fait en partie sa renommée, et à vrai dire, ma préférée. Quel plaisir que de passer des heures dans la Velvet Room à optimiser son équipe pour avoir les meilleurs personnages. Voyons ce qu'il en est dans Persona 3. Les fondamentaux sont là, posés par les précédents opus. Rien de bien révoltant à l'horizon donc. Un compendium, des fusions duo et triples, ainsi que des fusions spéciales, demandant des personnages précises pour en faire une surpuissante, allant jusqu'à en demander 6. C'est un secret pour personne, le système de fusion est absolument brillant. Ça nous invite à réfléchir longuement sur les meilleures combinaisons, c'est simple d'accès, mais complexe si on veut le maîtriser. Et le sentiment de satisfaction que ça apporte, lorsque l'on ressort d'une session Velvet Room avec une toute nouvelle équipe fraîche et puissante, dont l'héritage de l'ancienne se ressent, c'est un plaisir sans nom. Le véritable ajout intelligent au système de fusion vient évidemment de la présence des Social Link. Comme dans les personas suivants, on obtient un bonus d'XP en fonction du niveau du Social Link associé à la persona. Également, à chaque arcane sa persona ultime, qui ne sera fusionnable qu'une fois le niveau 10 du Social Link associé obtenu. Ça vient justifier l'absence d'un multi-exp, comme on dit dans le jargon, sauf avec une capacité particulière, et ça donne de gros avantages aux personnes s'investissant dans la partie IRL. Superbe manière de mettre en avant l'écriture du jeu donc, afin que personne n'ait envie de passer à côté des Social Link. Et ça, c'est absolument excellent. Un des gros piliers fondateurs de la série, bien joué Persona 3. Quant aux accidents de fusion, ils doivent être super rares, car je n'en ai eu aucun dans ma partie, le seul étant survenu dans The Answer. Petit truc qui m'a chiffonné tout de même, on n'a aucune récompense en remplissant le compendium. Là où on avait le droit à des fusions moins chères dans Persona 4. Enfin c'est pas grave, tout ça sera grandement creusé et amélioré dans les opus suivants. Par contre, il y a un truc mais alors complètement con, ceci dit c'est pas inhérent à Persona 3, mais un problème commun aux précédents opus de la série Shin Megami Tensei. Ça mérite tout de même son point mécanique débile, parce que vraiment, c'est trop grave. L'héritage des compétences est automatique, on ne peut pas choisir. Alors en lisant les tutos, Igor nous dit qu'en fait ça dépend de nombreux facteurs de compatibilité entre les personnages fusionnés. Pour être honnête, c'est de l'ésotérisme complet, mais soit, c'est un parti pris. Mais c'est ce que je croyais, parce qu'en fait, quand on désélectionne puis resélectionne les personnages voulus, les compétences héritées changeront. Oui, le panel de compétences disponibles dépend bien de facteurs ésotériques.
mais celles qui seront choisies dans les emplacements libres, elles, dépendent du hasard complet. Donc en gros, pour avoir la persona qu'on veut, il va falloir faire des fusions en boucle jusqu'à avoir le set de compétences recherché, en listant toutes celles disponibles à la main car on n'y a pas accès comme ça. Je vais péter un plomb, j'ai rarement vu un truc aussi con. Merci infiniment au jeu suivant d'avoir corrigé le tir, car ça a failli ruiner mes sessions Velvet Room dans P3. Heureusement ce n'est pas le cas car ça reste trop agréable, mais putain ça m'a fait hurler. Dernière mécanique accessible depuis la chambre de velours dans la langue de Molière, les missions. Données par Elisabeth, l'intendante du jeu, elles sont assez similaires aux quêtes de Persona 4 dans leurs objectifs. Tuer des ennemis pour avoir un objet spécifique, atteindre un étage précis du Tartarus, faire une fusion particulière. On a aussi des missions se déroulant dans les phases IRL, comme certaines plutôt marrantes, mettant en scène des PNJ oubliés, ou encore les fameux dates avec Elisabeth, sorte de social link déguisé, qui se transformera en vrai dans les opus suivants, avec Margaret et les jumelles. Le twist, c'est qu'à la différence de P4 où c'est open bar, on ne peut accepter que 3 missions à la fois, avec la possibilité d'en annuler une moyennant finance. L'idée c'est sûrement d'ajouter un petit système de gestion de planification de notre temps, qui... Bah, c'est pas nul, mais disons que c'est pas non plus spécialement transcendant ni giga intéressant. C'est pourquoi P4 l'a simplement retiré. Parfois simple moyen de farm anecdotique, parfois vrai élément intéressant de scénario, ces missions sont donc un petit plus intéressant qui viendra nous occuper chaque mois, ces dernières étant ajoutées mensuellement, avec une deadline occasionnellement. Maintenant que les mécaniques communes aux deux types d'excursions dans la Dark Hour sont explicitées, il est temps de revenir sur ces dernières en tant que telles, à commencer par le très décrié Tartarus. Le Tartarus, c'est un immense labyrinthe ascendant, composé de 264 étages remplis d'ombres et de trésors, générés de manière procédurale, à la manière des étages des donjons de Persona 4 ou du Mementos de Persona 5. Oui, 264. La structure du Tartarus étant très répétitive, je peux vous décrire comment ça se présente. On avance tranquillement en battant des ombres pour XP un peu, parfois des ombres fortes pour XP encore plus, on chope des coffres par-ci par-là, bref, on fait notre vie. Et de temps en temps, globalement tous les 8 à 10 étages, on doit affronter un boss de palier. Ces salles de boss sont d'ailleurs les seules occasions de retourner à l'entrée du Tartarus pour sauvegarder, équiper ses personnages et faire ses fusions. Je reviendrai sur ces boss, mais déjà là, vous devez sentir le problème. En effet, faire ça pendant 264 étages, ça devient vite très éreintant et hyper répétitif. Surtout que pour rappel, je pense qu'on passe 60% de notre temps de jeu dans le monde de la Dark Hour, soit allez, 50% dans le Tartarus, ce qui ressemble à des dizaines et des dizaines d'heures de combat en boucle, dans des étages à génération aléatoire très impersonnels et qui finiront par vous sortir par les yeux. Ainsi, le jeu met en place quelques éléments pour essayer d'atténuer un peu ce sentiment de redondance, sans pour autant l'effacer complètement, car la tâche est tout bonnement impossible en partant de cette base des tâches procéduraux. Tout d'abord en termes de DA. Le Tartarus est divisé en blocs, chacun représenté par des décors et une OST différente. L'intention est cool, la musique qui garde la même structure tout en étoffant ses instruments au fil de l'ascension, ainsi que les étages devenant de plus en plus célestes si j'ose dire, ça permet de nous faire ressentir une certaine pression, mélangée d'une hype grandissante à mesure que nous escaladons les étages. Hype nécessaire pour garder le mental, croyez-moi. P3FES a aussi l'excellente idée de proposer une option permettant de changer la BGM de fond par l'intermédiaire de Fuka, le soutien du groupe, qui nous jouera ainsi des OST des jeux précédents pendant notre exploration. Du pur fanservice qui régalera les fans. Toujours dans le purement décoratif, c'est un détail, mais l'animation d'attaque change en fonction du type d'arme équipée. Vous voyez bien qu'il y a un souci pour que j'en sois réduit à chercher si loin pour trouver des trucs cool dans le Tartarus. À la fin de la plupart des combats, j'ai jamais compris pourquoi des fois on y a accès et des fois non, on retrouve pour la première fois le système de tirage, qui marche un peu différemment de Persona 4. Ici, ça ne se base pas sur une micro-gestion pour essayer d'optimiser ses récompenses, mais sur un simple système de mélange de cartes pour retrouver celle que l'on veut. Des fois on peut tirer 2 cartes, mais c'est une mécanique obscure qui ne se base sur je ne sais quoi, donc c'est pas spécialement pertinent. C'est un peu moins intéressant, mais reste que l'idée est déjà brillante, car ça permet de rendre les phases de récompense post-combat ludiques. Et puis les patterns de mélange sont assez cool. En plus des habituels gains d'XP, d'or et d'armes, c'est le seul moyen d'obtenir des personas, donc il s'agit d'une mécanique importante et centrale des sessions d'exploration du Tartarus. D'autres mécaniques sont mises en place pour essayer de rendre ces sessions moins monotones, comme des événements aléatoires. Des fois l'équipe est séparée, des fois l'étage est 2 fois plus rempli d'ombres que la normale, des fois il n'y a que des ombres rares, ces dernières d'ailleurs relativement peu utiles, étant donné qu'elles ne donnent ni XP ni argent, mais simplement des objets nécessaires à la fusion d'armes. Étant donné que cette mécanique est, comme je l'ai dit, relativement secondaire malgré les avantages qu'elle offre, j'avoue que je me suis relativement peu attardé sur les ombres rares. Surtout que si en combat elles ont tendance à très peu fuir, c'est pour venir les choper que c'est une galère pas possible. Bref,
ces éléments aléatoires sont bien trop rares et timides pour être réellement intéressants. Autre idée, il est possible de splitter son équipe afin que chaque personnage fasse sa vie de son côté, en leur donnant des ordres parmi lesquels focus les trésors, tuer les ombres. Bon, voilà une parfaite définition d'une mécanique bancale. Sur le papier, l'idée est bonne, mais dans les faits, très souvent un personnage seul ne fait pas le poids face à une ombre, ce qui fait qu'on est obligé de le fournir en soins pendant qu'il se bat. L'idée de base est de gagner du temps, je le rappelle, donc autant dire que c'est foiré. De plus, en faisant comme ça, étant donné que nos alliés feront la plupart du taf de leur côté, on n'aura pas accès au système de tirage, ce qui empêche d'obtenir de nouvelles personas. Gravir cet édifice est théoriquement optionnel, étant donné que son ascension n'est pas nécessaire pour accéder à la mauvaise fin du jeu. Mais dans les faits, la vraie fin, et donc celle que tous les gens censés feront, nous oblige, en fin de jeu, à atteindre l'étage 264, et surtout, il s'agit du seul endroit nous permettant de farmer pour être à la hauteur des événements obligatoires des nuits de pleine lune. Ainsi, le jeu va nous assister dans ce farm en instaurant des règles pour éviter qu'on monte les 264 étages en une seule journée. Une journée in-game, hein. IRL, croyez-moi que vous avez pas envie, c'est même impossible en réalité. Tout d'abord, au bout d'un certain nombre d'étages, le chemin vers le suivant est bloqué. Il faudra attendre le prochain mois pour voir une nouvelle portion du Tartarus être disponible. Et ensuite, c'est là où je vais devoir parler de l'un des pires systèmes de Persona 3 qui mérite amplement son point de mécanique cringe, le système de fatigue. En gros, nos personnages possèdent un état de santé, représenté par un emoji allant de Great, dans le meilleur des cas, à Sick, quand vraiment c'est la merde. Cet état décroît au fur et à mesure de nos combats dans le Tartarus. Plus le personnage est dans un état faible, plus il fera d'erreurs telles que rater son attaque en se cassant la gueule, et autres conneries du genre prendre plus de dégâts. J'avoue que je ne sais pas vraiment sur quoi ça influe exactement, c'est assez obscur en réalité. Et faire en sorte que l'état Great nous fasse rester en forme plus longtemps au lieu d'agir sur ces trucs obscurs aurait été bien mieux. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que se battre avec une équipe en Tired, ça rend les choses vraiment compliquées. De plus, lorsque l'on retourne à l'entrée du Tartarus avec dans l'équipe un personnage dont le statut est Tired ou moins, ce dernier va tout simplement se barrer et ne pas pouvoir revenir dans l'équipe avant 2 ou 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau en état de se battre. Pareil pour notre héros d'ailleurs. Il faudra faire des actions IRL pour remonter son statut, afin de commencer la prochaine session en bonnes conditions. Le principal élément qui permettra d'améliorer l'état de notre personnage, c'est dormir. L'action de dormir fait toujours partie d'un choix. En l'occurrence, pendant les cours, on pourra soit écouter et up nos stats, soit dormir et regagner une bonne condition. De même pour la nuit. Après chaque soirée, on retrouve notre personnage dans sa chambre, qui a le choix soit d'étudier et augmenter ses academics, soit de dormir plus tôt et ainsi être prêt pour tartarusser un coup. Ah, et on peut aller chier aussi. Ça passe pas le temps et ça a une chance de nous remettre en forme. Maintenant, vous savez quoi faire si vous êtes fatigué dans la vraie vie. Outre une petite dissonance résidant dans le fait que malgré qu'il soit à 2 doigts de vomir, notre perso peut gagner un tournoi de natation ou faire tout ce qu'il veut tant que c'est IRL et pas dans le Tartarus, cette mécanique de fatigue apporte une inconsistance de gameplay. L'idée principale de sa présence, c'est de nous inciter à faire des petites sessions de Tartarus, de plutôt en faire de nombreuses sur plusieurs jours, qu'une grosse très rarement. Sauf que déjà, je vous rappelle qu'on a un point de sauvegarde minimum tous les 8 étages dans le Tartarus, et qu'au début, les personnages ont tendance à très vite se fatiguer. Cet effet va certes s'atténuer avec le temps, étant donné qu'au fil de la montée des niveaux, on se fatigue de plus en plus lentement, heureusement au vu des gros rushs qu'on doit se taper à la fin du jeu, mais reste que son implémentation est très douteuse, et que ça aura démotivé de nombreuses personnes à ne serait-ce que continuer le jeu, voyant qu'ils ne pouvaient plus rien faire dans le Tartarus après 4 étages en début de jeu. Autre truc chiant qui cette fois-ci arrivera en fin de jeu, à la fin on aura une équipe totale de 10 personnages. Ce qui sur le papier est cool, et peut nous laisser nous dire que, osef de la fatigue. J'aurai qu'à switch de team quand ils seront fatigués. Sauf qu'encore une fois, le problème de point de sauvegarde revient. Alors oui, il devient plus simple de retraverser 10 étages en ligne droite en avançant dans le jeu. C'est d'ailleurs là que la mécanique de split de l'équipe gagne un peu d'intérêt, vu que ça permet d'aller bien plus vite. Mais sérieux, ça amuse qui de faire ça? De voir les mêmes étages de merde en boucle et se faire attaquer par une ombre par erreur alors que notre perso est tout seul. Et puis dans tous les cas, pour en revenir à la fatigue des personnages, on a beau en avoir 10, tant que le héros est fatigué, c'est la merde. Donc finalement, ça marche pas des masses. Vous comprenez pourquoi je dis que le Tartarus ne fonctionne pas pour des sessions courtes maintenant? Atlus cherche à tout prix à insister sur leur Tartarus de nuit pour camoufler le manque de contenu IRL à cette période de la journée. Mais ça ne marche juste pas. Personne n'explore le Tartarus comme Atlus le veut. À savoir avec, je sais pas, des sessions d'1 heure où on fait 3 étages en entier, qu'on sera amené à refaire mais cette fois-ci en rushant pour revenir où on en était. Non, ça marche pas. Ah, et autre élément qui accroît la lourdeur du gameplay du Tartarus, le système d'équipement. Si plutôt basique et sympa en tant que tel,
est en fait difficile à optimiser à cause de menus à l'ergonomie catastrophique. Pour équiper nos personnages, il est nécessaire de leur parler à l'entrée du Tartarus. Absolument impossible de tout gérer depuis son inventaire. Pareil pour les sessions d'achat, on n'a pas d'indicateur de bonus de dégâts direct correspondant à chaque personnage. Et ça fait que des fois j'avais carrément la flemme de m'équiper comme il faut. Rendez-vous compte d'à quel point les menus du jeu sont terrifiants. Pour lire les documents de lore disposés à la fin de chaque bloc du Tartarus, il ne faut pas aller dans les objets clés, non, mais bien dans Config, puis Dictionary. Qu'est-ce que c'est intuitif? Bref. Tout à l'heure, j'ai évoqué des boss gardiens de palier. Ça va être l'occasion de revenir sur la difficulté du jeu. Persona 3 est un jeu difficile, très difficile. En effet, des fois il y a des combinaisons d'ombre en tant qu'ennemi basique insupportables, les habituels Mamudo ne tuant personne sauf le héros existent toujours, les premières heures sont vraiment dures, car on n'a pas vraiment de quoi faire face, et il faut garder en tête que si on meurt, on revient au palier d'avant, ce qui est putain de frustrant. Ce qui est dur, c'est vraiment de garder son endurance pendant ces sessions de Tartarus, car le principal problème seront nos PV, et nos PM qui baissent irrémédiablement au fil de notre avancée, seulement régénérés entièrement en revenant à l'entrée. Pour ce faire, on a plusieurs options. Le Request Healing demande à un allié d'utiliser des sorts de soins automatiques pour soigner intégralement, qui n'est en réalité jamais vraiment rentable, et bien trop coûteux en PM. On a aussi affaire à un système de micro-gestion, dans lequel on doit faire une utilisation harmonieuse des objets et des sorts, que ce soit aussi bien en combat qu'en exploration. Du genre, utiliser des objets d'attaque et de défense quand c'est la merde niveau PM, remonter sa magie en consommant un objet de soin. C'est très cool, j'aime beaucoup cette dualité entre les sorts et les objets. À chaque sort son objet associé globalement, et ça fonctionne très bien. Enfin, plus nos persos sont haut niveau, plus l'ascension du Tartarus est abordable, et de moins en moins éreintante, étant donné qu'on a plus d'objets, moins de fatigue, etc. Mais ça soulève un réel problème concernant la gestion de la difficulté. Parce qu'encore, l'exploration et les combats basiques c'est dur, mais en ayant une équipe minutieusement préparée et en réfléchissant bien, si tant est que nos alliés fassent pas une connerie, ça reste abordable. Mais alors les boss du Tartarus, mon dieu, quelle horreur. Globalement c'est pas une question de niveau, en tuant la plupart de tout ce qui bouge on sera prêt pour le boss. Mais c'est juste qu'il y en a qui sont designés avec le cul. Ridiculement forts, pas clairs dans leurs intentions, un vrai pic de difficulté qui fait déprimer. Je pense notamment à ces connards de chevaliers, paraissant intuables, mais qui s'avèrent faibles au charme. Faiblesse dont nous n'avons aucun moyen de prendre connaissance, si ce n'est que d'absolument tout essayer. Ou alors à ces bras géants quasiment battables uniquement avec une persona bloquant toutes les attaques physiques. Certains de ces boss sont designés comme une sorte de test, pour vérifier si tu possèdes une telle capacité afin de te laisser passer. Il y a par exemple un boss imbattable sans un Mediarama, la fameuse Sleeping Jimmy, Table, qui en aura traumatisé plus d'un avec ses Maragidines. Celui-là fonctionne, mais il y en a tellement d'autres dont la faiblesse n'est pas claire, et on a juste l'impression de se prendre un mur injuste dans la gueule. Face à ça, deux solutions. Repartir errer dans le Tartarus pour choper les bonnes personas et se construire une team de fous furieux qui à y passer des heures, ou bien céder au safe state. Et perso, je n'ai pas envie de passer des heures à refaire les mêmes étages et combats en boucle, avec le risque de perdre ces heures en me faisant tuer bêtement. Alors, oui, j'ai fait Persona 3 Fest sur émulateur, et j'ai abusé des safe states. Ça m'a permis de régler le problème des points de sauvegarde, en faisant une à chaque nouvel étage, et d'appréhender plus sereinement les boss, en sauvegardant juste devant leur nez, ou, oui, parfois, en plein milieu du fight. Oui, j'aurais pu m'investir à 100% dans l'élaboration d'une stratégie et la construction d'une vraie équipe solide. Et c'est ce qu'ont fait les pauvres âmes égarées ayant découvert le jeu à l'époque, pour qui j'ai un profond respect. Mais en fait, rien ne m'en a donné envie. Persona 4 et 5 n'ont pas besoin de tels artifices pour nous faire comprendre le poids de chaque action en combat, et ils ne sont pas pour autant réputés pour être des jeux faciles. Simplement, la gestion de la difficulté de Persona 3 provient d'un autre temps, finalement assez arcade en ce qui concerne ces putains de points de sauvegarde. Et très honnêtement, je n'ai pas lancé Persona 3 pour tryhard pendant des heures, même si je savais le jeu difficile. J'aurais dû lancer en facile, mais ça ne m'aurait pas permis de faire une critique objective concernant cette fameuse difficulté tant décriée, et donc vous l'avez compris, à juste titre. Alors oui, rien de tout ça n'est insurmontable, et encore une fois, que ce soit aussi bien les boss que l'exploration basique, avec une préparation minutieuse, tout reste malgré tout faisable, tant bien que mal. Le problème ne vient donc pas de là en soi, car je peux accepter une telle difficulté si sa courbe est bien gérée. Mais ce n'est pas le cas de Persona 3, qui possède des gros pics non préparés avec les boss de Tartarus, quand, à l'inverse, les boss de Full Moon sont eux, parfois un peu trop simples. Enfin, en pouvant appréhender plus sereinement les phases de Tartarus grâce au save state, il s'avère que malgré tout, l'exploration de ce dernier fonctionne. Les combats restent agréables, on est toujours récompensé par un bon tirage ou un coffre contenant une dinguerie, le sentiment d'évolution de notre équipe et de nos personnages est hyper satisfaisant, mais ça reste quand même une idée de gros flemmard.
Et j'aurais pas pu faire tout ça sans save state. Ou du moins, si, mais en échange de beaucoup de mon temps et de ma santé mentale. Bref, il est temps d'enfin conclure cette très longue partie gameplay en revenant brièvement sur les phases de pleine lune. Car il y a moins de choses à dire, et, spoiler, c'est plutôt cool. Les phases de pleine lune, ce sont donc les événements ayant lieu chaque mois faisant avancer le scénario, pendant lesquels nous affrontons les vrais gros boss du jeu, les ombres supérieures, chacune représentée par une arcane majeure du tarot. Ces boss, en plus d'être visuellement très stylés, sont pour la plupart, à la différence des boss du Tartarus se résumant à des sacs à PV sans faiblesse tapant trop fort, très bien designés et agréables à combattre. Il y a toujours une petite idée de gameplay rendant l'approche des boss stratégique et ludique. Se contenter de taper avec l'équipe parfaite que le Tartarus nous encourage à créer ne suffit pas. Il faut comprendre la faille et coordonner ses actions avec ses alliés intelligemment pour exploiter les faiblesses de l'ennemi tant qu'elles sont à découvert. Par exemple, un certain boss n'est touchable que dès lors que ses sbires le faisant léviter sont tués, mais que pendant une certaine durée. La clé, c'est donc de balancer ses buffs d'attaque et autres nerfs de défense ennemie au bon moment, pour pouvoir maximiser ses dégâts pendant le peu de temps où le boss sera à terre. Pour continuer dans les plus marquants, on a aussi le droit à un combat composé de deux ennemis, dont l'un des deux ne fait que lancer une roue de la fortune qu'on doit arrêter au bon moment, soit pour nous donner des avantages, soit pour en donner à l'ennemi. Un concept brillant, qui sera sublimé lors du combat contre Sae dans Persona 5, même si le jeu en version anglaise ne traduit pas les noms des effets sur la roue, donc c'est un peu con. Et également, je n'en parlerai pas plus pour ne pas spoil, mais le boss final allie symbolisme et excellente idée de gameplay, un véritable kiff à combattre. Bref, ces boss sont tous très cool, exploitant intelligemment les mécaniques du jeu. Ils ne se contentent pas de faire office de simples tests nous obligeant à avoir une compo d'équipe précise, mais nous invitent plutôt à réfléchir avec ce qu'on a à notre disposition, nous laissant donc plus libres de notre build, ce qui est la base d'un bon RPG au tour par tour. Bon, malheureusement c'est pas parfait, quelques boss sont bien trop simples, ce que je disais quand je parlais de la courbe de difficulté bizarre, créant un contraste très étrange avec l'absurde difficulté des boss du Tartarus, donnant un tout plutôt inconsistant. Les boss, c'est toujours la finalité du truc, mais avant ça, il peut se passer plein de choses. On peut simplement avoir le droit à une grosse portion de scénario de par une situation tendue, ou à une bête ligne droite peuplée de quelques ennemis sur le chemin vers le boss. Mais des fois, il se passe des trucs assez originaux. On a en effet le droit à quelques tout petits donjons, parfois peu inspirés comme l'exploration d'une nouvelle section du Tartarus avec quelques variations, mais des fois très surprenants et agréables. Comme la fois où nos personnages se retrouvent piégés dans un Novotel, mais je ne donnerai pas plus d'exemples pour ne pas spoiler. Retenez juste que même si le level design de ces phases n'est que très peu meilleur que celui du Tartarus, eh bien le fait de jouer dans des situations originales régale totalement. C'est toujours très bien rythmé, jamais trop long, peut-être parfois même trop court tant les idées sont intéressantes, et ça utilise bien plus intelligemment les éléments de gameplay du jeu que le Tartarus. Et c'est tant mieux, car ça nous permet de nous investir totalement dans ces phases riches en scénario, aux événements parfois tragiques. En plus, c'est beaucoup moins répétitif que ce que fera Persona 4, l'une des rares régressions du jeu par rapport à son aîné donc, étant donné que le jeu se contentera de toujours faire avancer le scénario pendant le boss des donjons, instaurant un certain sentiment de lassitude. Là, on ne sait pas à quoi on aura affaire à chaque pleine lune, et c'est assez grisant, et on finit par passer un excellent moment à chaque fois. Bref, c'est un quasi sans faute, merci à ces phases d'exister, ça permet de relever un peu le niveau du gameplay dans l'autre monde. J'en ai d'ailleurs enfin fini avec l'analyse de cette partie du jeu. Alors, en combinant ces deux et demi phases de gameplay, à savoir IRL et Dark Hour composées du Tartarus et de la pleine lune, on obtient la boucle de gameplay suivante pour Persona 3. Full Moon, puis avancée du scénario, puis session Tartarus, elle-même composée de fusion et préparatifs, puis clear des missions dans les anciens étages, puis 10 nouveaux étages, puis refusion et préparatifs, puis boss, et on recommence jusqu'à atteindre la fin ou la fatigue. Puis IRL jusqu'à la fin, avec parfois 2 ou 3 sessions de Tartarus qui peuvent venir se greffer dans le mois. Et ainsi de suite en recommençant mensuellement. C'est donc très répétitif. Et le souci, c'est que le scénario est bien moins réparti dans le temps. Ça avance beaucoup à chaque full moon, certes, de façon bien rythmée et originale, certes, mais il arrive qu'il ne se passe quasi rien pendant des mois, et j'avoue qu'il m'arrivait de me faire un peu chier. Les personnages suivants sont aussi répétitifs dans leur structure, mais le rythme est tout de même bien mieux géré, avec des éléments scénaristiques conséquents distillés par-ci et là. Mais on va quand même remercier Persona 3 d'avoir, encore une fois, posé de très solides bases qui n'attendent que les constructions suivantes. Bon, pour tirer une conclusion sur le gameplay global de Persona 3, la principale impression qui ressort, c'est qu'en fait, le jeu rend volontairement des trucs complexes pour je ne sais quelle raison. Le fonctionnement des social links féminins, les alliés incontrôlables, les missions acceptables seulement par l'eau de 3, les points de sauvegarde du Tartarus, le système de fatigue et d'équipement, le jeu en fait trop. Je pense que son objectif est de nous faire nous investir à fond dedans, mais vous l'avez vu, ça ne marche pas vraiment à cause d'une exécution un peu douteuse,
rendant plutôt tout ça frustrant. La preuve ultime que toutes ces mécaniques n'étaient pas nécessaires, c'est que Persona 4 viendra toutes les corriger, sans que ça n'impacte une seule seconde notre investissement dans le jeu. Même Persona 3 Portable reprendra toutes ces améliorations, et l'expérience de gameplay offerte par ce dernier est ainsi bien plus agréable. Les alliés sont contrôlables, le Wait est remplacé par le Guard, tous les étages peuvent être rejoints depuis l'entrée du Tartarus, l'état de fatigue ne survient pas en pleine exploration du Tartarus mais bien après l'avoir quitté, on peut équiper tous les personnages depuis le menu, même si l'exécution est pas top, les social links masculins sont disponibles, bref, quasi toutes les mécaniques cringe sont réglées, décrémentant le compteur jusqu'à 1. Ouais, il faut encore fusionner en boucle pour avoir les attaques désirées, étant donné que c'est pareil dans Persona 4 Vanilla. En dehors de ça, tout est plus fluide, plus agréable, et ça permet donc au gameplay de Persona 3 de révéler son plein potentiel. Car oui, malgré toutes ces errances, reste que la base est putain de solide. Et je suis donc comblé qu'elle ait été absolument magnifiée dans les opus qui suivront. Allez, je vais terminer de parler du gameplay en évoquant brièvement The Answer, le chapitre bonus ajouté dans la version FES. The Answer fonctionne différemment des chapitres Golden et Royal, présents respectivement dans P4G et P5R. En effet, ces deux chapitres sont ajoutés au sein même du jeu et débloquables en faisant certaines actions spécifiques, généralement monter certains social links et partir sur la voie de la bonne fin. Ils ajoutent un trimestre supplémentaire entièrement jouable, couvrant les mois de janvier et février, ainsi qu'un nouveau palais. Dans Persona 3, le jeu est divisé en deux parties sur le menu. The Journey, le jeu de base, et The Answer, le chapitre supplémentaire ajouté avec FES, se passant donc après la fin de The Journey. Ainsi, on peut lancer The Answer à tout moment sans avoir besoin de faire quoi que ce soit dans le jeu de base, étant donné qu'il s'agit vraiment d'une partie séparée. L'idée est très bonne, déjà parce que ça nous évite de devoir monter des social links spécifiques pour accéder au contenu, chose bien relou dans les jeux suivants, et surtout car ça permet à ceux n'achetant le jeu que pour ce chapitre bonus, un peu triste, de ne pas avoir à se retaper le jeu entier. Bon, ça c'est cool donc. Mais il s'avère que The Answer est un ajout très controversé, et ce pour deux raisons. D'abord le scénario. Il s'agit de la suite du jeu de base dans laquelle on incarne le personnage d'Aegis, qui vient apporter des réponses à des éléments un peu nébuleux de la fin du jeu. Selon certains, ces éléments n'avaient pas besoin de réponse, et The Answer viendrait un peu gâcher l'impact de la fin de Persona 3. Pas de spoil ici, j'en parlerai dans une partie dédiée dans la section scénario de la vidéo. Mais sachez que je ne suis absolument pas d'accord avec ces critiques. Ce que raconte The Answer est extrêmement intéressant, et m'a touché en plein cœur. Par contre, la deuxième raison qui fait que The Answer divise, c'est logiquement son gameplay. Et là, je rejoins entièrement les critiques. Je vais être honnête, c'est une honte absolue. Concrètement, ça se présente comme ça. Aux commandes d'Aegis accompagné des membres du SIIS et d'un tout nouveau personnage riche de sens, on va devoir arpenter les 7 portes du Desert of Doors afin de confronter le passé des membres de la team et apprendre la vérité sur ce qu'il s'est passé à la fin de Persona 3, afin de pouvoir sortir de la boucle temporelle dans laquelle l'équipe et le dortoir Iwatodai sont plongés. Ces 7 portes consistent globalement en des sections du Tartarus composées d'une vingtaine d'étages, agrémentées de 3-4 boss par porte, à la fin desquels nous attendent une petite portion de scénario. Et quand je dis petite, c'est petite. C'est extrêmement répétitif, long, éreintant, et surtout, chiant à en crever. Si les personnages modernes marchent, c'est grâce au lien entre la phase IRL et les combats dans l'autre monde. Là, c'est full combat. Qui plus est sans compendium ni XP de social link dans la Velvet Room. Alors oui, un personnage full combat sur 140 nouveaux étages de Tartarus, c'est déjà pas marrant. Alors ajoutez à ça le fait que bordel c'est putain de dur, et je comprends pourquoi The Answer est tant détesté. Les boss sont bien trop violents et ridiculement forts. Je pense particulièrement aux boss finaux, qui sont juste infaisables si on ne pense pas à level up Métis, le nouveau personnage. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer en quoi c'est débile. Donc concrètement, ma partie de The Answer se résumait à save state, et encore save state, à chaque putain d'action dans les boss finaux. Ah là là, que c'est fun! Ça m'a pris une trentaine d'heures, mais ça aurait clairement doublé en faisant le truc de manière legit. C'est trop difficile pour rien, trop répétitif. Le level design est d'une fainéantise désespérante. Alors oui, il y a un nouveau personnage. De plus, on contrôle Aegis avec de super animations, et une nouvelle manière très stylée d'engager le combat à distance. Mais ça suffit pas à dire que The Answer possède un gameplay solide. Pour la petite anecdote, j'avais initialement l'intention de skip The Answer à cause de toutes ces critiques. Mais en découvrant Persona 3 Dancing, quand je suis arrivé à Brand New Days, l'ending de The Answer donc, je me suis dit qu'il était hors de question que je découvre un ending hors du contexte du jeu.
Alors je me suis lancé, et en effet, c'était une purge. Mais je ne regrette pas, car ses apports en termes de scénario et sa fin sont brillants. C'est pas pour autant que je le recommanderais. Vous pouvez mater les parties de scénario sur YouTube, ça vous prendra 3-4 heures, et ça vous évitera de casser votre manette. Quelle déception, et quel dommage de voir une telle histoire cachée derrière des dizaines d'heures de gameplay imbuvables. Enfin bref, on va maintenant revenir sur du bien plus positif. Car en effet, en plus du gameplay, Persona 3 pose aussi la ligne directrice d'un autre aspect essentiel de la série, en partie responsable du succès de Persona 5, la direction artistique. C'est de notoriété publique, la direction artistique de la série Persona déchire. Les musiques, le chara-design des personnages et des démons, les sprites, l'interface et les menus, bref, ça claque à tous les niveaux. Persona 3 est le premier jeu à avoir défini une base commune à toutes les directions artistiques qui viendront dans la série, basée sur deux éléments essentiels, la couleur et le style musical. La couleur, c'est l'élément qui permet instantanément à chaque personne qui connaît de près ou de loin la série de différencier les opus. Le classieux mélange de rouge et de noir de Persona 5, l'éclatant jaune orangé de Persona 4, et avant ça, le vigoureux et mystique bleu de Persona 3. En effet, la DA et l'interface du jeu se basent principalement sur le bleu. La couleur des cheveux du héros, la dominance chromatique des artworks, et évidemment, l'interface. Si cette dernière n'est, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, pas spécialement intuitive, reste qu'elle est sacrément classe. Mention spéciale à l'ombre de Makoto qui se déplace par-dessus le bleu du menu config, et au barillet faisant office de menu de sélection au combat. C'est juste beaucoup trop stylé, et en accord avec les éléments scénaristiques du jeu. Il en va de même pour les cartes de tarot qui font leur première apparition. Vous les connaissez, elles sont hyper classe. Ceci dit, Persona 4 reprendra exactement les mêmes, alors que leur bleu dominant était clairement choisi pour Persona 3. On retrouve aussi, moins nombreuses mais tout de même importantes, des nuances de vert, afin de marquer la différence entre le monde réel et la Dark Hour, permettant d'instaurer une ambiance toute particulière qui marche du feu de Dieu. Ce bleu prédominant et ses menus classes restent assez timides. Les bulles de dialogue sont assez impersonnelles et auraient mérité un peu plus de stylisation, et l'interface de la Velvet Room est assez fade notamment, mais reste que le rendu est très bon. Ça aura surtout ouvert la porte à ce qui fera l'ADN de la série en termes de direction artistique. Persona 4 et 5 peaufinant cette idée, jusqu'à ce que Persona 5 Royal propose ce que je considère être l'apothéose de l'interface de jeu vidéo. Le remake de Persona 1 qui suivra la sortie de Persona 3 se verra d'ailleurs attribuer la couleur violette sur ses artworks, montrant la volonté d'Atlus d'associer une couleur à un opus à partir de P3. Même si pour Persona 2 ça marche pas des masses, et c'est pas en maquillant ça en orange sur les artworks des 25 ans que ça passera. Bref, et évidemment, j'attends de parler de ça depuis le début de la vidéo, le deuxième aspect fondateur de la DA de la série instaurée par Persona 3, sonore cette fois-ci, l'idée de proposer un genre musical original basé sur des inspirations diverses, et une chanteuse particulière associée à chaque jeu. Le jazz groovy de Persona 5 avec la voix profonde de Lyn, la pop rock électrique de Persona 4 sous fond de la voix toute mignonne de Shioko Hirata, et avant ça donc, le hip-hop se mariant parfaitement avec la voix funky de Yumi Kawamura. Enfin, Kawamura n'est pas seul, puisque pour agrémenter tout ça de rap bien stylé, notre cher Lotus Juice se fera un plaisir de carry certains des sons les plus cultes de Persona 3, revenant ensuite occasionnellement dans la série, notamment dans les spin-offs. Je n'ai absolument aucune connaissance musicale, alors je vais l'exprimer avec mes mots, tout en vous passant une sélection des OST les plus cultes du jeu à mon humble avis. Posez-vous, c'est parti pour une session d'énormes kiffs. When the Moon Reaching Out the Stars, accompagnant nos déambulations dans Tatsumi Port Island, tandis que les personnages font affaire à des doutes existentiels. Le remix de ce même thème avec Yumi Kawamura nous offrant ses plus beaux ta-da-ta-ta-ta pendant qu'on fait nos achats. Les OST du lycée, respectivement Want to Be Close, nous donnant envie d'y passer toute notre vie malgré sa très courte boucle. Et surtout Changing Seasons, avec ce sublime poème en français qui ne veut pas sortir de ma tête.
Le rap samplé sous la prod entraînante nous accueillant chaque soir à Liwato Dai Dorm. Le très grand thème de combat, Mass Destruction, donnant envie de s'ambiancer tout en cassant des bouches. Les notes d'une tristesse absolue de Living with Determination, l'une des OST les plus cultes de la licence, qui m'aura fait souffrir pendant le Confident d'Akinari. Mention spéciale à son remix remplaçant Liwato Dai Dorm après un certain événement, l'un de mes thèmes préférés du jeu. Les thèmes de boss parfois erratiques et dérangeants, allant parfaitement avec le ton. Parfois hyper entraînant et émouvant. J'en élude énormément, et je pourrais continuer pendant des heures, tant ce jeu regorge d'OST culte à la minute. Mais je vais me contenter de vous laisser avec mon top 3. L'opening absolument culte, que je ne présente plus, et définissant par lui-même l'entièreté du ton et du propos du jeu. Sérieux, dès les premières notes de Burn My Dredge, j'ai des frissons. Et attention, spoil pour les deux prochains, je vous invite à aller au timecode affiché. Le thème du combat final, reprenant l'OST culte de la Velvet Room introduite telle qu'on la connaît dans cet épisode, est plus central que jamais pour l'adapter à un boss fight. Et enfin, l'ending de The Answer, cristallisant l'essence de cette fin et me faisant monter des larmes de joie à chaque écoute.
Bref, l'OST est absolument légendaire. Elle tourne en boucle depuis la fin du jeu. Et si elle n'a pas détrôné celle de P4 dans mon cœur, elle n'en a absolument pas à rougir une seule seconde, ni de celle de P5. Enfin voilà, j'en oublie plein, mais c'est bien Persona 3 qui aura instauré ses idées musicales pour la suite de la série. Une excellente idée de plus, qui donne une personnalité immense à chaque opus, les rendant distinguables instantanément en entendant 2 notes d'une OST. Encore une fois, le remake de P1 reprendra ça pour faire genre il est comme les Persona modernes. Mais malheureusement, malgré des OST très cool prises à part, à Skip ça colle pas trop avec le thème du jeu. Et c'est encore une fois Kawamura au chant, ce qui lui enlève clairement de l'identité. À côté de ces 2 piliers fondateurs, Persona 3 propose de vraies excellentes idées exclusives de direction artistique. À commencer par l'utilisation récurrente du français, que j'ai mentionné quand j'ai évoqué Changing Seasons. Pour le coup, c'est parfois un peu cringe avec les fautes dans l'opening. Et j'arrive pas à trouver de vraies significations particulières, sinon que les artistes d'Atlus se sont dit « On veut un jeu classe, on va donc mettre du français dedans. » Parce que, à la manière dont le Japon est idéalisé par chez nous, la France l'est chez eux. Mais toujours est-il qu'en vrai, ça marche de fou. Ça donne une aura unique au jeu. C'est aussi ça qui fait que Burn My Dread est aussi classe visuellement, avec ses memento mori latins symboliques partout. En termes plus visuels, les artworks de ce Ejima sont complètement fous. Mention spéciale au Tartarus dont le design me fascine, qui rend d'ailleurs extrêmement bien in-game, couplé aux sublimes teintes verdâtres de la Dark Hour. De même que la Velvet Room qui revêt pour la première fois une apparence symbolique propre au jeu. Les chara-design des personnages sont aussi excellents. Mention spéciale aux membres de la team tous plus classe les uns que les autres. Mitsuru et Akihiko, je vous aime. Et qui, couplé au très bon choix de seiyuu, leur donne une personnalité hyper reconnaissable. Les sprites sont moins détaillés avec moins d'ombrage que par la suite, moins animés également, mais ils restent très classe. Il en va de même pour les chara-design des personnages et des boss, tous hyper symboliques et impressionnants. Ça m'enchante pas vraiment parce que j'ai tendance à m'en foutre un peu, mais il faut quand même que je parle un peu de la technique. Bon bah écoutez, ça a un peu vieilli mais ça va. Rien de super choquant par rapport à P4G. Les modèles 3D et les décors sont tout juste corrects, mais c'est pas vraiment là où j'attends un Persona. Et puis sur émulateur ça passe crème, rendant le jeu bien plus lisse. Certains modes offrent un rendu vraiment superbe. La seule vraie reproche que je pourrais faire au jeu, c'est sa mise en scène un peu timide. Il y a des cinématiques pour les moments importants, même plus que dans P4 en réalité, mais outre les excellentes cinématiques d'intro, de fin et d'apparition du Tartarus, elles sont d'une qualité relativement quelconque, ne remplissant pas bien leur rôle comme elles le devraient. Dommage. Allez, j'en ai fini avec la DA. C'est donc très solide, définissant une fois de plus l'un des piliers de la série, tout en trouvant sa propre identité à base de français et de symboles basés sur la mort et la divination. Et en parlant de ça, il est temps d'entamer le dernier gros morceau de cette vidéo. Le véritable gros point fort incontesté de Persona 3, son scénario. Bon, on a répondu aux questions. Dans quel contexte c'est sorti? Comment ça se joue? Et avec quel enrobage tout ça nous a livré? Il ne reste donc que la plus importante pour moi dans cette série, Persona 3, qu'est-ce que ça raconte? Pour commencer à répondre à cette question, on va revenir un an en arrière, avec la sortie de la vidéo sur Persona 4 dans laquelle je disais « Tout d'abord, il faut savoir que le scénario de chaque Persona traite d'un thème principal différent à chaque fois, fait passer un message différent à chaque fois, toujours en rapport avec la psychologie humaine. » Dans Persona 5, le jeu invitait à se rebeller contre les hautes instances corrompues, se libérer de ses chaînes pour avancer. Dans Persona 3, je n'ai pas encore fait le jeu, mais si j'ai bien compris de ce que j'ai pu voir, corrigez-moi si je me trompe, le jeu nous invite à accepter notre propre mort et relativiser à ce propos. Alors en vrai, l'idée est un peu là, mais disons que c'est amené d'une manière un peu différente. Il va falloir que j'étoffe ça car, vous vous en doutez, le jeu nous fait passer son propos d'une manière très habile et juste, afin de nous toucher en plein cœur. Comme il y a un an, je vais d'abord résumer tout ça sans spoil, puis je rentrerai dans des détails nécessitant de révéler des événements importants du jeu. Le thème de Persona 3, c'est donc, évidemment, la mort. On le voit littéralement partout. L'opening, les cercueils remplaçant les êtres humains pendant la Dark Hour, la manière dont les personnages appellent leurs personas, le menu de combat à base de barillet, les arcanes de tarot... Bref, le thème principal nous est crié au visage, le rendant évident à discerner. Le jeu oppose en fait 2 visions de la mort. D'un côté, Strega, les entre guillemets principaux antagonistes du jeu, là de leur vie dénuée de sens, voient la mort comme une libération. C'est seulement de par cette dernière que les conflits cesseront, que les humains arrêteront d'être cupides et violents, et que nous arrêterons de souffrir de la perte et du deuil. Une vision donc très nihiliste.
Face à ça, nos héros, qui, malgré les traumatismes vécus par chacun, ont choisi, non sans mal et sans doute mais j'y reviendrai, de non pas l'attendre comme une libération, mais de craindre la mort. Ce faisant, ils peuvent ainsi prendre conscience de leur infinie chance d'être en vie, et d'ainsi trouver un sens à la leur, ici par les liens sociaux et l'amitié. C'est seulement suite à cette prise de conscience que viendra l'acceptation de la mort. La mort existe pour que la vie soit vécue pleinement. C'est la vie qui découle de la mort, et pas l'inverse. On a donc affaire à une opposition manichéenne, pour un message basique à première vue, mais ce serait sans compter sur la force de ce dernier, et surtout, la justesse de son exécution ici. Persona oblige, en plus de la qualité des dialogues et de l'écriture, le message passera en majeure partie par le symbolisme. Tout du début à la fin est symbolique et une allégorie de l'idée de la mort. Et je vais donc vous donner les 3 exemples les plus parlants selon moi. D'abord évidemment, la manière de sortir sa persona. Les personnages se suicident métaphoriquement grâce à leur évoqueur, ce qui est assez parlant. Le fait de se suicider, c'est l'idée de tirer un trait sur son passé, de tuer métaphoriquement la personne qu'on était avant, celle détruite par un événement douloureux n'ayant plus la motivation de vivre, pour en quelque sorte embrasser la mort, afin de repartir sur des bases saines, et vivre sa vie pleinement, grâce à une personnalité et un mental fort, renforcés par nos liens sociaux. Littéralement donc, les personas de nos héros, qui ne feront que devenir plus fortes à mesure que les liens se renforcent. Ensuite, comme d'habitude avec Persona, tout ce qui tourne autour de la Velvet Room et des arcanes du tarot. Déjà, la Velvet Room revêt une forme plutôt parlante. Ici, un ascenseur montant inévitablement à une destination définie et inévitable. Cette montée symbolique représente donc notre traversée de la vie, et avec elle, toutes les différentes étapes de cette dernière, représentées par les cartes de tarot. Les arcanes majeures du tarot comptent une sorte de parcours initiatique jusqu'à la mort, chacune décrivant une étape de la vie de chacun. Le professeur Edogawa nous l'expliquera au cours d'une leçon optionnelle, qui aurait d'ailleurs bien carré ma vidéo sur le tarot dans Stardust Crusaders. Ces arcanes majeures nous seront rappelés maintes et maintes fois au cours du scénario du jeu. Par exemple, tous les boss de pleine lune sont associés à une arcane majeure, allant jusqu'à la 13e arcane, celle de la mort. Le fait qu'on leur passe tous sur le corps au cours du jeu représente ce combat et ce parcours initiatique de la vie vécu par nos héros. Le symbolisme à propos des arcanes va encore plus loin, mais je me garderai de tout spoil pour le moment. On ressent clairement que les arcanes de tarot ont été introduites dans la série spécialement pour Persona 3, tant elles sont importantes pour le propos du jeu. Le seul élément symbolique que garderont les jeux suivants par rapport aux arcanes du tarot, ce sont leurs significations par rapport au social link ou aux personnages associés. Plus globalement, l'entièreté de Persona 3 tourne autour de la Velvet Room. Le fameux Aria of the Soul en version définitive a été créé pour ce jeu, et cette mélodie apparaît à de nombreux moments du jeu, parfois dans différentes versions. Et j'aime énormément cette importance donnée à la Velvet Room et aux arcanes qui y sont liés. Enfin, le jeu fait allusion, dans son opening notamment, au terme que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, Memento Mori. Rappelle-toi que tu es mortel. Venant du latin, il s'agit, pour faire très gros, d'une vision de la condition humaine prônant l'éthique de la mort et l'art de mourir. Dans Persona 3, l'art de mourir après avoir vécu une vie épanouissante si vous voulez. L'art d'accepter la mort pour mieux vivre la vie. Et si on veut surinterpréter un peu, on pourrait voir le fait que le jeu prenne une DA aussi classe en parlant d'un thème si sombre, comme un hommage à cet art de la mort. Bien sûr, tout ne passe pas que par le symbolisme. Si le message du jeu marche aussi bien, c'est aussi grâce à l'histoire contée et aux personnages qui y sont impliqués. Ça va m'amener à parler du groupe de héros, dont la dynamique est assez différente de ceux rencontrés dans Persona 4 et 5. Premier élément intéressant à relever, il s'agit du seul jeu où l'on rejoint un crew déjà établi, qui faisait ses activités avant notre arrivée, au lieu de gentiment nous attendre comme une salvation. Ainsi, en dehors des social links féminins, les évolutions de nos alliés ne tourneront pas autour de notre seule personne. Ils ont tous leur vécu, leurs doutes, et leur manière d'affronter les épreuves. Les personnages de Persona 3 sont tous torturés, en proie à de violents conflits intérieurs et syndromes post-traumatiques dus à de terribles événements, souvent en rapport avec le deuil. Certains plus que d'autres, mais reste qu'aucun n'est dans ce qu'on pourrait appeler une bonne phase. Ils sont même pour la plupart carrément en dépression. Et au cours du jeu, on suivra leur combat mental pour voir leur mode de pensée et leur morale évoluer, en essayant tant bien que mal de voir la lumière au bout du tunnel. On pourra prendre la température de leur état mental actuel au dortoir. Et ce qui fait que ça marche, c'est que ces personnages ne sont pas toujours en train de remonter la pente vigoureusement, mais oscillent entre des phases difficiles et d'autres plus joyeuses, d'humeur à déconner. Je ne spoilerai pas, mais le mois de décembre est particulièrement brillant sur cet aspect. En gros, une très importante décision sera à prendre pour nos héros.
décidant de la bonne ou la mauvaise fin. Ce choix est cruellement difficile. Et voir tous les personnages douter pour finir par lentement prendre leurs décisions au cours de ce mois, c'est juste exceptionnel. Et c'est ce qui constituera la phase finale de leur évolution pour la plupart d'entre eux. Seule petite ombre au tableau concernant ces évolutions, comme dans les opus suivants, les personnages de nos héros évolueront en même temps qu'eux, à chaque prise de conscience. Malheureusement, je trouve ces évolutions particulièrement vite expédiées et difficilement crédibles tant les personnages changent d'état comme sur un coup de tête. Certes, comme je l'ai dit, les personnages doutent tout au long du jeu, et ces évolutions prennent le temps de se construire. Mais j'ai eu du mal à trouver ces scènes impactantes, car des fois elles surgissaient de nulle part sans être spécialement préparées au préalable. Au moins ces évolutions de personnages ont le mérite de ne pas être entièrement dues au héros, ce que j'ai toujours trouvé un peu nul dans les opus suivants. C'est en partie grâce à nous, certes, mais surtout grâce aux efforts des personnages en question. Bref, les personnages du SIIS sont pour la plupart très bien écrits, et très touchants de par la crédibilité de leurs réactions. Des fois je me sentais vraiment mal pour eux, sérieux ils ne méritent pas ça. Mention spéciale au personnage le mieux écrit du jeu selon moi, Aegis, qui cristallise à elle seule l'entièreté du message. Son social link, son évolution mentale, bordel que c'est fort. C'est le seul personnage qui aura réussi à me faire tirer une larme avec Akinari, le meilleur social link à mon humble avis. J'ai dit tout à l'heure que la dynamique du groupe était différente des jeux suivants. Je pense que vous commencez à comprendre en quoi. Dû à ces personnages évoluant plutôt de leur côté au cours du jeu, leur personnalité plus réservée, et également au fait que le jeu est quand même beaucoup moins bavard que ses petits frères, le groupe de Persona 3 ne dégage clairement pas la même impression de groupe d'amis profondément soudés, fusionnels que dans Persona 5, et surtout Persona 4. Ils interagissent finalement peu tous ensemble, et les grosses scènes de dialogue avec tous les personnages impliqués sont rares. Au début, ça m'avait un peu fait chier, mais c'est finalement raccord avec ce que raconte le jeu. Leurs liens sont extrêmement forts, ils se poussent vers le haut tous ensemble, et on le ressent sans forcément avoir besoin de dizaines de scènes où ils font des vannes nulles entre eux. Ceci dit, rassurez-vous, malgré le ton plus sombre du jeu, l'habituel schéma du fun de Persona était déjà en construction. La scène du reluquage des meufs de la team à la plage, suivie d'une session drague lancée par le petit rigolo de l'équipe qui se conclura par un échec. Le moment gênant dans les sources thermales. La session histoire d'horreur avec une meuf plus flippée que les autres. Tout est là. Ces scènes vous parleront même si vous n'avez pas fait le jeu. Car oui, en effet, elles sont présentes avec exactement les mêmes configurations dans tous les Persona modernes. Merci Persona 3, j'imagine. Autre fondation scénaristique posée par le jeu, plus timidement ceci dit, ce sont les scènes d'événements de l'année, au cours desquelles le scénario avancera. La fête de je sais plus trop quoi avec le feu d'artifice au sanctuaire, le jour de l'an. Ces événements sont moins nombreux et pour la plupart relativement anecdotiques. Ils permettent simplement de souffler un peu et de profiter des personnages dans des conditions plus détendues. Mention spéciale aux vacances à Kyoto avec le lycée, où ils ont entièrement modélisé une auberge avec pas grand chose à y faire certes, mais on voit l'investissement. Persona 4 augmentera drastiquement le nombre d'événements, et se servira de chacun d'entre eux comme un véritable moment important de scénario, ou tout du moins un événement permettant de mettre en avant les relations entre les personnages, comme les fameuses vacances d'hiver ou le pique-nique, et c'est une excellente idée. C'est justement ces nombreux événements qui permettent de renforcer l'affect à un groupe de héros. Mais bref, c'est pas grave, les héros de Persona 3 sont très intéressants à leur manière. Et je suis finalement plutôt content que les dynamiques de groupe entre les jeux soient toutes différentes, même si vous le savez, j'ai un petit penchant pour la bonne humeur constante dégagée par l'équipe d'investigation. Aparté terminé. Revenons sur l'histoire du jeu en tant que tel. Je ne vais pas tout raconter, mais elle est remplie de rebondissements et d'événements tragiques, accentuant une fois de plus le propos du jeu. Le principal problème qui vient foutre la merde, c'est donc la Dark Hour, libérée suite à un événement ayant mal tourné il y a 10 ans. Je reviendrai là-dessus dans la partie spoil qui arrive d'ici quelques minutes, mais pour l'heure, j'aimerais parler brièvement du fonctionnement de la Dark Hour. C'est donc une dimension aux propriétés spatio-temporelles déformées et aux couleurs altérées, peuplée d'ombres représentant la part sombre des hommes. Elle agit comme une sorte de miroir déformé de la réalité. Une heure où seuls ceux ayant la force de confronter leurs pensées sombres sont dotés de conscience et de prédisposition à développer une persona. Quant aux autres, ils se feront transformer en cercueils et attaquer par les ombres sans même s'en rendre compte, pour finir dans un état végétatif les dépouillant de toute motivation. Ça je l'ai déjà dit, mais c'est le bon moment pour développer un peu ce fameux syndrome d'apathie et ce qu'il raconte. Le syndrome d'apathie désigne un vrai trouble émotionnel, entraînant un déficit de motivation dû à un manque d'intérêt émotionnel et d'implication. Ce que veut nous dire le jeu avec ses histoires obscures d'ombre et de Dark Hour, c'est que pour avancer dans la vie, il faut combattre ces démons et ces pensées qui nous rongent de l'intérieur. Sans quoi nous finirons dans une boucle infernale de perte de motivation, et un état où nous ne trouvons plus de sens à notre vie. Ça nous mènera donc à attendre la mort comme une délivrance, à la manière des antagonistes du jeu. Vous l'avez donc compris,
C'est de par le prisme de la dépression et des envies suicidaires qui vont avec que Persona 3 traite de la mort. C'est encore une fois un message simple, presque innocent, mais ça marche trop bien grâce à, encore une fois, la manière symbolique et allégorique dont c'est raconté. Car c'est bel et bien comme ça que les messages passent le plus facilement. Quant à pourquoi le choix d'une heure supplémentaire entre minuit et 1h du matin à propriété étrange, c'est tout simplement pour nous faire comprendre que tout ça, ça se passe dans notre esprit, dans notre imaginaire. Et c'est seulement en ouvrant les yeux, en prenant conscience de la Dark Hour, des pensées sombres qui nous obsèdent donc, que nous pouvons nous en libérer. Et de pouvoir voir la mort non pas comme une libération, mais, à la manière de notre groupe de héros éveillés à leur persona, une chose à craindre. Rappelez-vous, la mort existe pour que la vie soit vécue à 100%, et pour rien d'autre. Bordel, c'est pas trop fort ça, sérieux? Bon, le lore de Persona 3 a quelques petits trous, même si je souligne la bonne idée d'avoir la possibilité d'accéder à des informations sur ce dernier à tout moment depuis les menus, et les jeux suivants expliqueront bien mieux le concept de Shadow. Mais reste que le symbolisme de la Dark Hour est extrêmement puissant, autant que ce que nous raconte la télévision de P4 et le métavers de P5. Les cadres des phases de pleine lune racontent toujours quelque chose à propos de l'esprit humain, notamment la scène du Love Hotel pour la plus culte, et ce concept de matérialisation de la pensée intérieure des êtres humains sera repris dans les jeux suivants, tout en ajoutant la brillante idée de palais. Pour terminer avant la partie spoil, un dernier élément vient renforcer le propos, la narration environnementale et les infos sur le lore qui vont avec. Encore une fois ici, la ville principale du jeu, Tatsumi Port Island, est un véritable personnage à part entière qui vient nous raconter des trucs intéressants. D'abord, on retrouvait déjà cette idée de PNJ avec des personnalités propres, donnant de la personnalité à la ville. Au fil de mes déambulations, j'ai fini par les connaître par cœur. Cette meuf qui attend son mec dans la cour du lycée, ce couple qui n'avance pas, cet agent de métro blasé, ce chauffeur de taxi qui a tout perdu, cette petite fille qui se plaint de sa prof. À leur échelle, ils évolueront aussi tout au long du jeu, et on finira par vraiment s'y attacher. Le véritable intérêt de ces PNJ et de notre exploration de la ville, c'est de constater l'évolution de la situation sur le terrain. Au fil du jeu et à mesure que chaque pleine lune se rapproche, de plus en plus de victimes du syndrome d'apathie déambuleront dans les rues de Tatsumi Port Island. Des fois, c'est ces mêmes PNJ dont on a suivi l'histoire qui en seront victimes, après être tombés au plus bas dans leur vie. Ça a en fait le même rôle que les sondages de Persona 5 par rapport à l'appréciation des voleurs fantômes, à savoir voir le monde évoluer autour de nous, en même temps que nos actions, afin de nous impliquer encore plus. Voir la ville évoluer, ça a toujours un effet fou. Et je ne parle même pas de ce qu'il se passe pendant le mois de janvier, les vrais savent, mais c'est absolument exceptionnel. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant le scénario de Persona 3 sans spoiler, et j'espère avoir réussi à mettre le doigt sur ce qui fait qu'il est si touchant. Le niveau d'écriture du jeu est absolument stellaire, sa réputation n'a absolument pas été usurpée. Le ton sombre mais à la fois porteur d'espoir et doux, le groupe de personnages et leur évolution, la force du message, et surtout, les dizaines d'éléments symboliques brillants par lesquels le jeu arrive à le faire passer. Wow. C'est pour ça que j'aime Persona, bordel. Le gros de mon analyse est donc terminé. Je n'irai pas spécialement plus loin dans la partie spoil, mais il y a des trucs incroyables dont je me dois de parler. Donc, restez avec moi si vous voulez une dose supplémentaire de branlette sur du symbolisme, et les autres, rendez-vous dans la conclusion. Bon, cette partie risque d'être un peu bordélique. Le but c'est pas de faire une giga analyse construite comme avant, mais juste vous faire un listing de trucs que j'aime beaucoup dans le jeu, mais qui révèlent des éléments d'intrigue importants, ou des chara-design, des musiques, bref, tout ce qu'un joueur qui commence n'a pas envie de connaître. Juste un petit truc à dire avant de commencer. Et c'est un petit défaut du scénario, je trouve les morts des personnages beaucoup trop vite expédiées. Je pense notamment à celle de Shinjiro, qui a été construite d'une manière brillante, mais qui tombe un peu à plat de par sa courte durée, sa mise en scène pauvre, et comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, la vitesse avec laquelle Ken arrive à s'en remettre. Merci au film pour ça. La scène de la mort de Shinji est particulièrement stylée dans Midsummer Night's Dream. Bref, aparté terminé. Déjà, pour parler un peu du lore, je trouve l'idée du lycée comme lieu au centre de l'incident du Tartarus excellente. Et oui, quoi de mieux pour le premier Persona moderne, pour lequel le lycée revêt une importance si particulière, que de placer le donjon du jeu ici. Ça accentue plus que jamais le côté double vie des héros, du genre la journée simple lycéen, et la nuit membre d'une équipe d'exécution pétant la gueule à des ombres pour éviter au monde entier de s'écrouler. Et dans les deux cas, ça se passe au même endroit. Symboliquement, ça permet de relier directement la force de nos liens créés au lycée à l'endroit où ils nous seront utiles pour combattre, au même endroit donc, mais dans l'autre monde. En parlant du lycée et de l'événement à l'origine de tout, j'aime énormément la manière dont tout nous est révélé petit à petit. Quant à la vérité, le fait que tout ça parte de l'envie de manipuler le temps
fait totalement sens avec le propos du jeu. Ayant peur de la mort, des scientifiques se sont attelés à la création d'une machine leur permettant de la retarder, ou tout du moins, de savoir ce qu'il se passe à l'avance afin de vivre une vie parfaite, un peu à la Made in Heaven. Mais lorsque l'homme à la tête de l'expérimentation, Koetsu Kirijo, finit par développer un mode de pensée nihiliste, en se rendant peut-être compte que tout ça était futile, il décida de faire prendre une toute autre tournure à l'expérience, en utilisant les ombres pour invoquer Nyx et faire s'abattre la mort sur le monde. Eiichiro Takeba, n'étant pas d'accord avec leur plan, réussit à libérer les ombres lors de son ultime chant du cygne, transmettant ainsi sa volonté à nos héros. Ce que ça signifie, c'est que les ombres, part sombre de l'esprit humain donc, doivent être acceptées afin de pouvoir vivre. Les rejeter, et donc les tuer, comme le feront nos héros sous l'ordre d'Ikutsuki, c'est se laisser submerger par ces dernières, menant donc à la mort, et en l'occurrence ici avec Nyx, à l'avènement de la chute. La chute donc, ou The Fall. Il va falloir que je revienne dessus. J'ai déjà parlé de l'opposition entre les idées d'Ikutsuki et de Strega contre celles des héros sans nommer notre cher antagoniste principal. Mais là, je vais pouvoir en parler librement. Avant tout, je trouve le plot twist du jeu, à savoir la révélation d'Ikutsuki en tant qu'antagoniste principal et le véritable impact de la destruction des ombres, absolument brillant. Dans la mise en scène, c'est pas aussi grandiose que le reveal de P4 ou P5, qui m'avait fait péter un plomb. Mais reste qu'en termes d'enjeu et de révélation, c'est complètement lunaire. Même si j'ai réussi à démasquer Ikutsuki dès sa première apparition, parce que je commence à comprendre comment les entas de Persona fonctionnent. Shuji Ikutsuki et le groupe Kirijo, donc, veulent utiliser Nyx pour faire s'abattre la mort sur Terre, car selon eux, il n'y a rien à sauver en l'être humain. Ce que j'aime particulièrement par rapport à The Fall, c'est évidemment la tournure que ça va prendre en décembre. Déjà avec l'arrivée de Ryoji, qui forme d'ailleurs une dualité pleine de sens avec Makoto, et le choix qu'il offre à l'équipe. Le fait qu'il donne le choix de le tuer est déjà très fort, car ça veut dire que la force des liens créés a réussi à faire douter la personnification de la mort elle-même. Le choix implique deux possibilités. Soit tuer Ryoji et effacer toutes les mémoires de la Dark Hour, afin que nos personnages puissent mourir en paix et sans souffrance, soit donc, le laisser vivre et confronter Nyx pour empêcher l'avènement de The Fall, quand bien même c'est a priori impossible. Au-delà du fait que ce choix résume à lui tout seul le propos du jeu, et les doutes des héros à base de se résoudre à mourir en abandonnant, ou vivre sa vie pleinement avec tous les aléas mais aussi les bons côtés, ce qui va se passer en décidant de confronter Nyx est juste exceptionnel. Le combat en lui-même est dingue, déjà de par l'utilisation de Battle for Everyone's Souls, et des 12 arcanes majeures du tarot au fur et à mesure de l'avancée de la bataille. Cette confrontation raconte les étapes et les principes de la vie, jusqu'à la mort donc, la 13ème, et quoi de mieux qu'un remix du thème de la Velvet Room pour renforcer le propos. En parlant de la mort, il s'agit de l'arcane originel, qui a ensuite donné naissance à toutes les autres ombres la précédant, les étapes de la vie. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la vie découle de la mort, et pas l'inverse. Quant à la fin du combat, on aura le droit pour la première fois à l'avènement de l'arcane du monde, accomplissement ultime de la quête du héros, qui deviendra une récurrence à la fin des jeux. Il sera révélé dans The Answer que Nyx est en fait ni bonne ni mauvaise, mais qu'elle a été appelée par Erebus, représentation des maux et de la face sombre et dépressive de l'humanité. Ainsi, Makoto, grâce à l'arcane du monde représentant l'entièreté de la volonté de vivre de l'humanité, scellera Nyx pour qu'Erebus ne puisse plus jamais l'appeler, en l'échange de sa vie. Les humains seront donc obligés de faire face à leurs problèmes, car ils sont symboliquement et concrètement en incapacité d'appeler la mort depuis la défaite de Nyx. Ah là là, Makoto, Makoto, Makoto. De loin le protagoniste de Persona, avec le plus d'importance scénaristique. Bordel que son histoire m'a touché. Suite à sa dernière action, il fera en quelque sorte office de gardien protecteur de l'humanité. D'ailleurs en opposition avec l'autre personnage du jeu prétendant la même chose, Takaya, qui a d'ailleurs un chara-design assez parlant. Ce statut de sauveur de l'humanité de Makoto est d'ailleurs parfaitement représenté dans Messia, sa persona finale résultant de la fusion entre Orpheus et Thanatos. Cette fusion évoque le fait qu'il ait à la fois bravé la vie et la mort avec ces deux personas, transcendant même ces deux notions pour devenir le Messie, Messia donc, apportant le salut aux humains en évitant l'avènement de la chute. Ce qu'il se passe en janvier, c'est absolument incroyable, avec le culte de la chute et les humains qui se mettent tous à inévitablement se résigner à attendre la mort comme une libération. Du début jusqu'à la fin, la dualité entre la vie et la mort est absolument brillante, et le mois de janvier de Persona 3 est l'une des expériences les plus puissantes que j'ai jamais vécues dans un jeu vidéo. La mort de Makoto est absolument légendaire. Le truc qui m'a le plus marqué, hors la déchirante scène finale avec les larmes d'Aegis, c'est le symbolisme des OST. En janvier, les musiques d'Overworld changent. Le thème du lycée devient Memories of the School, et celui de la ville Memories of the City. Elles sont toutes deux formées de mélodies distinctes, qui viendront se rencontrer dans Memories of You, et former un véritable hommage à Makoto en tant que thème du générique de fin. Et si on ajoute à ça la puissance évocatrice de The Answer,
développant le personnage d'Aegis qui arrive à accepter la mort de Makoto et vivre pleinement en retournant au lycée après avoir fait un voyage initiatique dans l'esprit du héros, révélant la vérité à propos de sa disparition, bah ouais. Makoto Yuki est un personnage absolument exceptionnel, dont l'aura se ressent toujours dans l'univers Persona, comme s'il protégeait l'humanité. Je surinterprète peut-être, mais pour moi, si les premières planques des héros de P4 et P5 sont à chaque fois les toits du lycée, ce n'est pas pour rien. Enfin voilà, la fin du jeu est légendaire, et probablement la plus forte symboliquement de Persona. Je me suis pris une vraie claque. Et une deuxième à la fin de The Answer, qui vient parfaitement conclure l'arc d'Aegis, et nous faire clairement ressentir l'héritage de Makoto. Voir ces personnages que l'on aime tant se foutre sur la gueule, car ils n'arrivent pas à accepter la mort de leur ami avec Heartful Cry en fond, c'est absolument déchirant. Et ça vient une fois de plus dépeindre le deuil d'une manière très puissante. Bref, vous l'avez compris, si The Answer est une honte en termes de gameplay, niveau scénario c'est brillant. Et ça ne vient donc rien casser à ce que raconte Persona 3. Allez, cette fois j'ai vraiment tout dit. Il est enfin temps de conclure. Cette longue autopsie est enfin terminée. Au cours de cette dernière, on aura pu déceler toutes les composantes essentielles de Persona 3 FES. Ses idées de gameplay naze, son scénario marquant aux propos forts, mais aussi et surtout, toutes les fondations d'une importance capitale qu'il posera pour la suite de la série. Car oui, Persona 3 est véritablement la base de la formule moderne de Persona. La direction artistique à base d'une couleur et d'une chanteuse par jeu, le groupe de personnages attachants que l'on verra évoluer au fil du temps, le système de calendrier et de gestion du temps mis en relation avec les combats dans l'autre monde menant chaque mois à un événement faisant avancer le scénario, avec lui les social links et les stats sociales, le scénario délivrant un propos très fort en utilisant du symbolisme à tout va, tout en sachant être plus léger par moments, de par des événements et sorties entre potes. Avec lui le plot twist des 3/4 du jeu et l'affrontement divin à la fin, et je pourrais continuer comme ça pendant de longues minutes. Alors oui, dans tout ça, il y a des trucs que Persona 3 fait mal, très mal même. Je pense notamment aux grosses idées de merde du Tartarus, sur lesquels je me suis assez attardé, notamment les systèmes d'étage avec des points de save trop rares et de fatigue, ou l'impossibilité de contrôler ses alliés. Mais d'une part, à côté de ça, la plupart des petites erreurs du jeu sont entièrement excusables, et à vrai dire presque mignonnes, étant donné que c'était vraiment les débuts de tout, et qu'elles seront corrigées, puis magnifiées dans les opus suivants. Et d'une autre part, en remettant les choses dans son contexte de sortie, Persona 3 est un jeu monumental. Je pense qu'en dehors de quelques éléments dans les combats, par rapport à ce que font Persona 1 et 2 en termes de gameplay, ça reste une évolution juste cosmique. Imaginez, en 2006, découvrir un JRPG dans lequel on mène une vie de lycéen gérant son temps, dans laquelle chacune de nos actions se répercute dans la partie purement combat du jeu. Imaginez, en 2006, jouer à un jeu alliant aussi bien son propos avec son gameplay, jusqu'à les rendre fusionnels. Imaginez, en 2006, écouter des OST d'un tel niveau, nous faisant limite découvrir un tout nouveau genre de musique. Et une fois de plus, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Quel plaisir de découvrir l'évolution de la série dans l'autre sens. Tout comme Persona 4 m'a fait comprendre la grandeur de Persona 5, Persona 3 m'a fait comprendre à quel point Persona 4 est incroyable. J'adore cette rétroaction, et même si en termes de gameplay, il est évident que ça ne fera qu'évoluer, pour ce qui est de l'écriture et du message de chaque jeu, ils sont tous d'une force exceptionnelle, et ce depuis le début. Enfin, Persona 3 a beau être le pilier fondateur des Persona modernes, reste que ses quelques défauts importants sont vraiment repoussants. En 2022, jouer à un jeu nous demandant de gravir 264 étages d'un donjon au level design généré aléatoirement, ça demande quand même un sacré effort mental. Malgré le fait qu'en s'occupant à côté et avec des save states ça passe, beaucoup n'ont pas nécessairement envie de s'infliger ça pour profiter de la richesse scénaristique ou du plaisir que représentent les phases IRL du jeu. Et honnêtement, c'est entièrement compréhensible. C'est pourquoi, afin de trancher sur l'une des questions initiales de la vidéo, et ça m'a demandé de longues heures de cogitation, oui. Je vous recommande de découvrir l'univers Persona 3 comme vous le voulez. Jouez à FES si vous êtes assez déter et que The Answer ainsi que sa mise en scène plus propre vous attire, quand bien même vous ferez le jeu en abusant des save states. Attendez Portable sur les autres plateformes et avec la trad française si vous voulez. C'est clairement la version du jeu la plus accessible et moderne en termes de gameplay, quand bien même ça voudrait dire tirer un trait sur les ajouts intéressants de FES. Jouez même à toutes les versions du jeu possibles et imaginables, ou avec tous les modes facilitant l'expérience, ou même la rendant plus dure si vous êtes maso. Vous pouvez aussi mater les films. Ils sont plutôt bons, et la manière la plus simple et rapide de découvrir le scénario et le message du jeu, sans devoir se taper 100 heures. À mon avis, Persona ce sont avant tout des jeux, et tout le symbolisme et l'affect que l'on ressent pour cette série ne peuvent exister que de par ce statut de jeu. Et en plus, dans les jeux, il y a les social links. Voir les films avant
pourrait gâcher le plaisir de la découverte. Ça reste selon moi de super bonus après avoir fait le jeu. Mais si vous êtes absolument certain que vous ne toucherez jamais au jeu, ou genre dans des années le temps d'avoir tout oublié pour une raison ou une autre, vous pouvez y aller, car croyez-moi, vous devez au moins avoir eu un contact dans votre vie avec Persona 3, peu importe de quelle manière. Bref, faites comme vous voulez, mais assurez-vous de n'avoir aucun regret. Bien sûr, la good ending ce serait qu'Atlus nous pond un remake, reprenant le gameplay de P3P avec une nouvelle mise en scène et le retour de The Answer. Là, on aurait le droit à un jeu parfait qui contenterait tout le monde. Mais en attendant, Persona 3 FES est une amélioration un peu flemmarde de Persona 3 due à un développement très court. Mais en prenant en compte tous ces jeux et ce qu'ils ont eu à nous apporter, au-delà même de son statut de fondateur, oui, la série Persona 3 est bel et bien culte. C'est frustrant, car si Atlus en mettait un petit coup, on atteindrait la perfection, qui n'a été que frôlée avec les 3 itérations du jeu. Ça n'enlève cependant rien à la puissance du message du jeu, et la manière absolument exceptionnelle dont il nous est raconté. Une fois de plus, Persona 3 est un jeu qui peut sincèrement faire du bien, tant ses propos pleins d'espoir résonnent en nous. Au cours de ces 100 heures, j'aurais été mis face à mes propres pensées, tracas, questions et contradictions. Et tout ça m'a fait comprendre pourquoi la série Persona est si importante pour moi. Ces jeux m'accompagnent chaque année à des périodes charnières de ma vie, m'accompagnant dans mes doutes et mes craintes, et me permettant de faire le vide dans mon esprit pour me recentrer sur ce qui compte vraiment, afin de toujours m'assurer de suivre la bonne voie. Au cours de ces 3 années, j'ai retenu 3 principes fondateurs. Persona 3 nous fait craindre la mort, pour que l'on puisse prendre conscience de la chance exceptionnelle que l'on a d'être en vie, et l'importance de braver chacun des moments les plus durs qu'elle a à nous offrir. Partant de ce postulat donc, Persona 4 nous apprend à confronter la facette de notre personnalité que l'on rejette, afin d'être en totale phase avec nous-mêmes, d'atteindre la vérité, et de pouvoir profiter des moments les plus heureux. Et enfin, Persona 5 nous encourage à nous libérer de nos chaînes. Ne pas être l'esclave de notre destin et des instances supérieures, de manière à ce que l'on puisse rebondir et prendre les bonnes décisions librement. Persona, c'est l'anti-nihilisme. Un hymne à la vie instauré par ce que raconte Persona 3. La vie découle de la mort. Et c'est à nous de tout faire pour que cette dernière soit la plus heureuse possible. Et la première étape pour faire ça, c'est de confronter nos pensées les plus sombres, qui nous retiennent telles des chaînes. C'est seulement après ça que l'on pourra accéder à de tout nouveaux jours.